Bonjour, bonjour, désolé, désolé de vous avoir fait attendre, désolé, j'étais en train de me préparer à boire parce que j'ai un peu mal à la gorge. Ça va? Ça va, bonjour, bonjour, Saïd qui me pose tout de suite les questions importantes alors que j'ai dit qu'aujourd'hui on répondait à celle de Jonathan Frakes. Tu m'as demandé si c'est moi qui joue au piano. Évidemment, Saïd, depuis toutes ces années, tu sais bien que je suis un grand joueur de piano. Alors peut-être qu'on va voir Mimosa. Peut-être que mon chat va venir nous voir. En tout cas, elle n'est pas dans sa cachette. Elle est en train de rôder dans l'appartement. En revanche, oui, j'ai inventé le fax plusieurs années avant ma naissance. Quand est-ce que ça a été inventé, le fax? En, 18... en 1842. Donc oui, quelques années avant ma naissance. Mimosa, viens me voir, viens. Viens. Viens, ma belle. Oui, oui, viens me voir. Elle aime pas trop venir au bras. C'est vraiment, je me fais 2 secondes, je veux pas la torturer. Voilà, allez, avant de la libérer. Voilà. Voilà, voilà, ça y est, vous la rencontrez enfin. Bonjour. T'aimes pas trop être au bras. Je vais te laisser tranquille. Voilà. Ah non, ça va, elle reste. Bon, voilà, vous pouvez constater qu'elle est toujours dans le coin. Euh... Et oui, la voilà, elle est dans le coin, elle me montre son... Voilà, elle me montre l'arrière, mais elle est très très gentille, très très douce, mais juste un petit peu timide, voilà. Bon, moi vous l'avez aperçu. Donc vous voyez que je ne mens pas quand je dis que j'ai un chat. L'inventeur du fax, non, c'est pas en 72, hein, apparemment c'est... Et ça va beaucoup te plaire, le monsieur qui a inventé le fax était suisse, Saïd. Et il s'appelait Putom, d'après Google. Voilà, Putom. Pourquoi pas. Et qu'est-ce que je pense de Kingdom Hearts? Je pense que Kingdom Hearts c'est une franchise qui a une place importante dans le cœur de beaucoup de gens. Et voilà, c'est mon opinion sur Kingdom Hearts. Non, il n'y a pas de putom dans ma famille. Pas un seul. Pas un seul. Bon, si on ça va, bonjour Eberwald, bonjour Nakug, les habitués. Alors, aujourd'hui, je pensais qu'on allait pouvoir peut-être échanger quelques anecdotes. J'ai l'impression d'être dans un... Depuis que j'ai une chat, j'ai l'impression d'être dans un appartement hanté. De temps en temps, j'entends un objet qui bouge, un truc qui se déplace. Euh, Est-ce que je pense que le chara-design de Philoctète dans le film d'animation Hercule est basé sur Patrick Timsit? Alors, on est d'accord que c'est le petit satyre qui ressemble un peu à Patrick Timsit. Non, je pense pas. Je pense que c'est basé sur... sur... comment il s'appelle? Sur Danny DeVito. Voilà, qui faisait la voix originale. Et est-ce que Danny DeVito n'est pas un peu le Patrick Timsit américain, finalement? Bon voilà, je voulais aussi expliquer, ces derniers temps j'ai pas beaucoup stream et on n'a pas fait de jeu de rôle depuis 2 semaines. Oh là là. Pour compenser, lundi soir je suis sur la chaîne de Gotos. Voilà, et en tant que joueur, et on va faire du jeu de rôle, on joue aux lames du cardinal. Allez, plus. On joue aux lames du cardinal. Voilà, je remplace la chanteuse Jane, qui est la joueuse habituelle dans l'émission Plot Twist. Et qui doit s'absenter. Et donc ils se sont dit, il faudrait quelqu'un qui ressemble à Jane, qui a la même énergie. Eh oui, tu as des épisodes de retard. Bon, si ça te rassure, moi aussi. Donc je vais jouer un personnage un petit peu largué et c'est pas grave, voilà. Ce sera quand même très marrant. Je pense que ça peut se prendre comme ça. Et puis vous inquiétez pas, je vais poser toutes les questions de gens qui sont pas à jour. Donc voilà, donc comme ça ils seront obligés d'y répondre. Ce sera bien pratique. Mais sinon ici ouais, j'ai pas fait de JDR ces derniers temps. Par flemme, hein, j'ai honte de le dire. Non, je joue un autre personnage. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je joue un personnage que... de temps en temps, on voit apparaître une ombre. Une ombre derrière moi. Je joue un autre personnage, mais qui est déjà apparu, mais en tant que PNJ. Voilà. Voilà, voilà. Je joue une fois de plus. Je sais pas si vous vous rappelez quand on avait fait la soirée de lancement du financement participatif des Lames du Cardinal.
je sais plus, je crois que c'était chez Fibre. J'avais joué un petit peu aux Lames du Cardinal, une partie très courte, et je jouais un mousquetaire nerd. Et ben, cette fois-ci, on m'a de nouveau refilé un personnage de mousquetaire nerd, et j'aimerais savoir ce qui est dans ma personnalité fait qu'on me donne systématiquement ce type de personnage. Je ne sais pas. Bon. Et puis, un de ces quatre, on refera du jeu de rôle ici, hein, vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai été un peu surmené ces derniers temps. Voilà, voilà. Et si j'arrête pas de boire, c'est pas parce que je suis mal poli, c'est parce que j'ai un petit peu mal à la gorge, et donc je me suis fait une boisson chaude avec du miel pour essayer de me sauver. Vous voyez tout ce qu'il sait, Jonathan Frakes. Vous voyez... Est-ce que, alors que j'explique mon idée à la con pour aujourd'hui, c'était vraiment juste pour faire un live pour qu'on papote ensemble, d'accord. euh... Je vais vous montrer qui c'est, Jonathan Frakes. Juste au cas où vous voyez, c'est lui. On est d'accord que vous voyez très bien. Salut Tarka. Vous voyez tous très bien qui c'est. C'est lui, c'est Riker de Star Trek. C'est un acteur. C'est un réalisateur, voilà. Non, mais peu importe, Star Trek, on s'en fout, on s'en fout, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, mais bon. C'est un acteur qui joue dans Star Trek, qui joue un personnage culte de Star Trek, voilà, ça c'est lui aujourd'hui, il est un peu vieilli, c'est normal. Il est réalisateur aussi, il réalise beaucoup de choses pour la télévision. Et, quel geek. Et aussi, c'est un animateur à la télévision américaine, il anime des émissions. Il anime des émissions comme l'émission, attendez, je retrouve le titre, Beyond Belief, Fact or Fiction, d'accord, qui a un équivalent français. J'arrive pas à me rappeler du titre français. Je sais pas si ça vous parle, c'était Fiction ou Réalité, mais je sais plus le titre complet. C'était peut-être juste Fiction ou Réalité. Peut-être, je regarde. Fiction ou Réalité. C'était les Chroniques du Mystère, Fiction ou Réalité. Ça fait vachement rétro comme titre. Comment j'ai pu voir ça? Ça a l'air vraiment daté, quoi. Non, ça, c'est le titre français de l'émission américaine. Mais il n'y avait pas une spéciale française qu'ils avaient faite aussi, qui genre passait en prime sur TF1 et tout, sans les moments animés par Jonathan Frakes. Il me semble, hein. Je sais pas si ça vous parle. Bon, quoi qu'il en soit, c'était une émission assez datée. Vous le voyez aussi, on est d'accord. Il y a un chat qui fait des allers-retours derrière moi. Je crois que j'ai laissé traîner de l'herbe à chat, c'est peut-être pour ça qu'il est un peu excité. Et c'était une émission, il te faisait une succession de... C'était un peu comme une anthologie. Il faisait une succession de petites histoires sous forme de documentaire. Il y a une présence. La présence, voilà, il suffit de l'invoquer. Mimosa! Et rentrer à la chambre. Oui, et donc c'était une succession de petites histoires sous forme de documentaire avec des témoignages, etc. C'était toujours des histoires improbables. Et il te posait la question, alors à votre avis, fiction ou réalité? Et ensuite, il te laissait réfléchir. Vous avez pas le son, vous en plus, elle fait un son de personnage de Looney Tunes. Bon. Qu'est-ce que tu fais, Mimosa? Miaou. Oui. Elle me miaule dessus. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, t'es gentil. Peut-être qu'elle va monter sur le bureau. De temps en temps, elle fait ça aussi. Et, et donc c'était une succession d'histoires complètement improbables, du style je me suis fait enlever par des extraterrestres, ou j'ai emménagé dans une maison hantée, ou je me suis fait couper une main et elle a repoussé, ce genre d'absurdité, d'accord. Des trucs complètement improbables. Et puis l'émission n'arrêtait pas de te demander, alors à votre avis, fiction ou réalité? Et à la fin, il te disait si c'était une histoire vraie ou pas. Mais je me rappelle avoir vu des épisodes, hein, donc ça doit pas dater d'il y a si longtemps que ça, mais je me rappelle avoir vu des épisodes quand j'étais enfant. Et je me rappelle que ça m'énervait de ouf parce que les histoires, elles étaient tout aussi improbables les unes que les autres. Et à la fin, il te disait si c'était une fiction ou une réalité, mais il n'y avait aucun argument derrière. C'est-à-dire que quand c'était réalité, il n'y avait pas les sources, il y avait aucune explication scientifique, il n'y avait rien du tout. Donc tu te tapais genre un quart d'heure de gens qui disaient ouais, je me suis fait enlever par des extraterrestres, ça s'est passé comme c'est comme ça. Et à la fin, il te disait cette histoire est la vérité. Et fin, on passait à l'histoire suivante. Tu vois, il n'y avait aucun argument sur est-ce qu'ils viennent de nous révéler l'existence des extraterrestres. Il n'y avait aucun argument. Voilà, mais j'ai l'impression d'être le seul, personne n'en parle jamais. J'ai l'impression d'être le seul à avoir vu cette émission bizarre.
Donc dites-moi déjà si vous connaissez cette émission, si ça vous parle, si vous avez déjà vu ce genre de truc, et si vous aussi ça vous énervait qu'il n'y ait pas les sources. Le chat est sur le meuble de la cuisine. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'elle va m'obliger à ouvrir la porte de la salle de bain. C'est bizarre que tu n'aies jamais entendu parler, hein. Peut-être que c'est moi qui vis dans une fiction. Mais j'ai l'impression que c'est un vrai truc. Peu importe. Quoi qu'il en soit, l'émission américaine existe. Je suis pas le public, mais personne ne l'est. C'est qui le public? Les gens crédules. C'est qui juste le public de cette émission? Bref. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que dans cette émission, avant chaque segment, avant chaque histoire improbable, l'animateur, donc Jonathan Frakes... Non. L'animateur... Vincent a vu une émission télé, donc personne ne se souvient, fiction, réalité. Je pourrais faire des lives juste sur les émissions, mais ce serait bien que je puisse les retrouver en fait. Ce serait bien que j'ai accès à des archives, quelque chose. Je puisse retrouver toutes les émissions, parce que par exemple, je pourrais aussi vous parler pendant des heures de l'émission Le Château. Vous vous rappelez de ça ou pas? Sur TF1. Une émission qui était censée genre remplacer koh et qui a duré, peut-être, je crois qu'ils ont diffusé qu'un seul épisode. Mais moi, je me rappelle vraiment, mais clair comme le jour, quoi. Je me rappelle de tout le truc. Bref. Dans l'émission américaine, Jonathan Frakes anime, et donc avant chaque segment, il nous pose une question énigmatique qui est censée lancer l'histoire, d'accord? Et c'est toujours des questions qui, tirées de leur contexte, n'ont aucun sens, d'accord? C'est genre, ça vous est déjà arrivé de vivre une expérience paranormale ou quelque chose comme ça. Mais sauf que c'est très spécifique. C'est du style, ça vous est déjà arrivé de voir un fantôme dans un supermarché, des trucs comme ça. Et il y a des gens qui s'amusent sur Google à récupérer tous les vieux épisodes de cette émission. Juste la tête du chat qui dépasse là-bas. Ils prennent tous les épisodes de cette émission et ils gardent juste les moments où Jonathan Frakes regarde droit dans la caméra et nous pose une question improbable. Et ils font des compilations. Et je me suis dit, on va prendre une de ces compilations, et on va la regarder ensemble. Le chat saute dans tous les sens et on va regarder une compilation ensemble. Et on va faire pause à la fin de chaque question et on va essayer d'y répondre, voilà, du mieux que possible. C'est un peu comme un portrait chinois, si vous voulez. Le chat est en énorme forme, mais c'est marrant parce qu'elle était très calme il y a quelques secondes. C'est vraiment quand j'ai lancé le live, c'est parti. Je crois qu'elle veut faire le spectacle, hein. Peut-être elle, la streameuse au fond. Mao, je sais, oui. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, je parle de toi. Vous l'entendez miauler ou pas? Elle me crie dessus. Oui. Dommage, il faudrait que je installe un micro aussi, peut-être un micro casque. Comme ça, elle pourra continuer à se déplacer tout en... et on entendra ses miaulements. Bref, donc Jonathan Frakes va nous poser des questions et on va essayer d'y répondre tous ensemble, d'accord? Alors, déjà, petit test, n'écoutez pas trop ces questions, mais dites-moi, vous l'entendez bien là? Have you ever walked out of a mall into a huge parking area and realized you'd forgotten where you parked your car? La première question, elle est déjà éclatée. Un point faible comparé à moi. Comparé à moi, c'est normal. Ok, mais vous l'entendez. Vous voyez Jonathan. On va ensemble répondre. Il y a genre 1 minute de questions non-stop. Donc je vais devoir faire souvent pause. Et on va très premier degré répondre tous ensemble. Donc vous aussi, vous pourrez me répondre... vous pourrez répondre à ces questions et on va essayer de découvrir, d'en apprendre plus les uns sur les autres aujourd'hui. Voilà. Alors, première question, on écoute. Have you ever walked out of a mall into a huge parking area and realized you'd forgotten where you parked your car? Ok. Voilà. Très bonne première question, que je trouve très intéressante. Alors, je vais vous la traduire. En gros, ce qu'il dit, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé de sortir d'un centre commercial, dans un énorme parking, et de ne pas retrouver votre voiture? Voilà. Donc réfléchissons. Réfléchissons à cette question. Alors là, déjà, il y a un énorme obstacle. Évidemment, ça t'est déjà arrivé, Tarka. Donc vas-y, parle-nous de cette expérience. Parce que moi, personnellement, ça ne m'est pas arrivé directement, étant donné que je n'ai jamais possédé de voiture. Donc déjà, voilà. Très bien, Naku, tu te retrouves avec le GPS de ta famille.
Oui, voilà, des gens qui me conduisaient, donc ça a pu être mes parents, oui, ça leur est arrivé très fréquemment. Alors que c'est marrant parce que, je vous le rappelle, j'ai grandi en Corse, donc on n'avait pas vraiment de grands centres commerciaux, tu vois, on n'avait pas de parking géant à l'américaine. Donc on arrivait à perdre sur des petits parkings du Leclerc, quoi, tu vois, les voitures. Et je me rappelle que souvent, je me faisais un peu gronder. Je me rappelle de mes parents qui me disent: Ah, mais Vincent, je t'avais dit de retenir où elle est la voiture et tout. Et en fait, moi, j'ai un gros problème, c'est que je suis daltonien des voitures. Euh, je, pour moi, elles se ressemblent vraiment toutes. C'est-à-dire que j'arrive vaguement à les différencier par leur couleur et encore, tu vois. C'est-à-dire que la différence entre. Oui, quoi. Miaou, oui, je sais. Euh, Bon, maintenant, le chat est au-dessus. Euh... Ben, je sais pas, les voitures, je trouve qu'elles se ressemblent, quoi. C'est quatre roues, des portières. J'ai du mal à différencier une voiture grise d'une voiture métallisée, d'une voiture argentée, même d'une voiture blanche un peu sale. Je connais pas les marques. Et donc, je me rappelle que souvent, je voulais aider. Je disais, ouais, bah elle est là. Et tout le monde se foutait de ma gueule en me disant, mais enfin, c'est pas du tout la même marque, c'est pas du tout la même couleur, c'est pas du tout le même modèle. Et vraiment, ça, c'est un truc, j'ai jamais réussi de toute ma vie à m'intéresser aux voitures. Ne serait-ce que suffisamment pour les différencier. Alors, attention, invité spécial. Voilà, elle est sur le bureau. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Donc bon, voilà, donc c'est pas tellement un problème que j'ai. En revanche, je dirais que l'équivalent d'un homme moderne qui réfléchit à son empreinte carbone et qui ne possède pas de voiture, c'est de me tromper dans les transports en commun. Ça m'arrive très fréquemment. Là encore, la semaine dernière, je suis parti dans la mauvaise direction sur la ligne 12. Et ça m'a pris plusieurs arrêts pour m'en rendre compte. Ce genre de perte de temps m'arrive assez régulièrement. Mais je trouve qu'il devrait rendre les véhicules plus différents les uns des autres. Je trouve que vraiment, tous les véhicules devraient avoir des signes distinctifs évidents. Là, vous la voyez pas, mais elle arrête pas de faire des allers-retours sur le bureau. Donc de temps en temps, vous disparaissez. Enfin, en tout cas, intéressante question parce que ça, ça pose aussi la question est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir tous ces véhicules individuels qui se ressemblent tous, qui nous obligent à construire des parkings énormes, qui prennent de la place, qui polluent, et qui en plus nous stressent quand on n'arrive pas à les retrouver. Là, je suis désolé, je suis un peu concentré sur le chat parce qu'elle est en train de faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans le tiroir. Bon, voyons voir. La dernière fois, nous dit Tarka, j'étais dans un centre commercial, je sors, et je la trouve pas. Juste, j'étais pas sorti sur le bon parking, il y en avait trois. Bah ouais, aussi, ils abusent. Trois parkings, c'est pas du tout ta faute. Quand en plus, c'est souterrain, et c'est des étages, ils sont tous absolument identiques. Alors, j'avais trouvé. Des fois, ils mettent des numéros et tout, mais comment tu veux te retenir que c'est le numéro 4, 5, c'est tellement abstrait. Tu vas pas pouvoir sauter de là. Quand je suis allé à Los Angeles l'année dernière, à un moment donné, on avait rendez-vous chez Warner Bros. Non. Arrête. Putain, c'est la troisième fois qu'elle me fait ce coup. J'ai ceci, qui est une poche contenant mes dés pour le jeu de rôle. Et c'est son objet préféré. Je vais être obligé de le mettre dans une boîte quelque part. Je l'avais mis en hauteur et là, elle a escaladé pour me le prendre. C'est pas pour toi. Tu as plein de jouets derrière dont tu te sers jamais. Désolé. Oui, et dans les locaux de Warner Bros, ils ont les parkings souterrains qui se ressemblent tous, mais pour les différencier, il y a les personnages des Looney Tunes dessus. Tu vois, tu as l'étage Bugs Bunny où il y a Bugs Bunny peint partout, l'étage Ville Coyote où il y a le coyote de partout, etc. Et ça aide beaucoup. Voilà. Tu prends en photo le numéro de la place. Oui, c'est sans doute une bonne idée, mais comment après tu prends en photo la position de ta voiture? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de truc indicateur. Ah, il y a des numéros de place à chaque fois aussi? Ah oui, ça c'est vrai que c'est assez pratique. Moi je connais que ceux où il y a les numéros d'étage. Ah, bref. Donc moi je pense que si j'avais une voiture, ce serait tellement un stress de ne pas la retrouver comme ça. Si je sors sur un parking et que je la vois pas, je pense que je rentrerais à pied.
Je pense que si ça m'arrive, je me dis tant pis, je rentre à pied et je laisse la voiture là où elle est. Pour toujours. Je pense que je rachèterais une nouvelle voiture toutes les semaines si je conduisais. Voilà, voilà. Question suivante, Jonathan. Alors écoutons bien. Là maintenant il a un casque de vélo, donc ce sera peut-être une question en rapport avec le vélo, et je conduis aussi peu que je fais du vélo. Donc, Ever gone mountain biking? What do ok. Est-ce que... Alors, il nous demande, est-ce que vous êtes déjà allé faire du VTT, du vélo à la montagne? Et une fois de plus, la réponse est non. Alors que cette fois-ci, ça aurait pu être oui, étant donné que c'est vrai qu'on devrait faire encore plus de parking. Heureusement du coup que je conduis pas. Heureusement que j'ai pas le permis. Oui, le vélo en montagne, j'en ai jamais fait, alors que j'aurais pu puisque j'ai toujours vécu en montagne et que je faisais beaucoup de vélo quand j'étais petit, mais vraiment le vélo tout terrain dans la nature. En fait, j'ai été vacciné euh, parce que j'ai un oncle qui est guide de randonnée en montagne. C'est son métier. C'est très corse comme métier. Et un jour, il avait décidé de faire la spécialité. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle le vélo en montagne? C'est quoi le mot français pour ça? Bref, il avait décidé d'apprendre à faire ça pour rajouter une corde à son arc. Et donc, très bon cycliste, très sportif et tout. Et donc, il est parti un après-midi faire ça en montagne avec des experts. Et il est revenu. On aurait dit un steak haché humain. Il était massacré. Et il nous a dit plus jamais ça, c'est des fous furieux ceux qui font ça. Mountain bike, ouais, peut-être, hein, tout simplement. Et il est revenu, mais vraiment déglingué. C'est-à-dire que cette discipline, c'est vraiment que des chutes dans des buissons, sur des rochers, de haute hauteur. C'est que de la souffrance, c'est que du danger. Et il y a vraiment un truc que j'ai appris sur moi il y a très très longtemps, et qui reste une vérité, c'est qu'en termes de hobby, je n'aime pas pratiquer les hobbies où je risque de me faire physiquement mal. Voilà. Je fais que les hobbies où je risque de me faire psychologiquement mal, c'est tout. Mais vraiment tout ce qui est sport, aventure, où je risque de tomber, de m'écorcher les genoux, de me taper la tête, de me faire taper dessus aussi. Tout ce qui est sport de combat, ça m'a jamais attiré parce que je n'ai pas envie de me faire taper dessus. Tout ça, c'est non. C'est vraiment... et j'ai décidé de ne pas me forcer sur ces sujets-là. Mais vous, peut-être que vous êtes déjà allé faire du vélo à la montagne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, on va regarder la question suivante. On apprend plein de choses. On apprend plein de choses sur nous-mêmes aujourd'hui. Je trouve qu'on a raison de répondre aux questions de Jonathan. Alors Jonathan, question suivante. What do you want to be when you grow up? What's the right? Qu'est-ce que vous voulez être quand vous serez plus âgé? Alors, cette question, étant donné que je suis déjà un adulte et que j'ai un métier, je vais la retourner un petit peu et je vais poser la question, qu'est-ce que je voulais être quand j'étais petit? Eh ben, j'ai toujours voulu raconter des histoires. Ça, ça a été une constante. Euh, je me voyais plutôt réalisateur que scénariste. Peut-être que j'aurai l'occasion de réaliser. C'est d'ailleurs un des projets du moment en ce moment. C'est l'une des raisons pour laquelle je stream peu ces derniers temps. C'est parce que je bosse sur des projets de films. Voilà. Mais bon, je trouve quand même que j'ai réussi à pas trop m'éloigner de ce que je voulais faire initialement. Et j'ai jamais vraiment voulu faire autre chose. Il y avait un autre métier qui me fascinait quand j'étais vraiment petit, quand j'avais genre moins de 3 ans. C'était colleur d'affiches. Je crois que j'en ai déjà parlé quelques fois parce qu'un jour il va falloir que je le fasse juste pour le kiff. C'est vraiment. Parce que quand j'étais petit, en fait, j'avais vu un matin les colleurs d'affiches au travail. Et en fait, vous savez, ceux qui vraiment le font avec une espèce de grande raclette. Et en fait, ils imbibent des morceaux d'affiches. Et ils doivent reconstituer comme un puzzle, tu vois. Et je trouvais ça fascinant. Je trouvais ça absolument fascinant. Et je vois que certains se moquent, Tarka. Je vois que ça se moque. Mais je trouvais ça fascinant, peut-être parce que j'aimais bien les puzzles aussi, c'est possible. Et je rêvais de faire colleur d'affiches. Et j'arrêtais pas de tanner mes parents avec ça. Je leur disais, ouais, quand je serai grand, je voudrais être colleur d'affiches. Ouais, je voudrais être colleur d'affiches et tout. Et il n'y a pas de saut métier, d'accord? Tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de saut métier. Je suis vraiment dans une famille où on n'est pas dans la critique des métiers des uns et des autres.
Mais l'obsession avec laquelle j'étais bloqué là-dessus peut-être inquiétait un petit peu mes parents, qui étaient tous les deux dans des professions plutôt intellectuelles et qui n'étaient pas sûrs que c'était une bonne chose pour moi, un bon choix de carrière de coller des affiches. Et donc, quand très peu de temps après, je leur ai dit non, finalement, je veux faire du cinéma, beaucoup de parents se seraient dit oh non, une carrière pas sérieuse, le cinéma, il vaudrait mieux qu'ils fassent un vrai métier. Mais là, je pense que pour eux, c'était un soulagement. Passer de couleur d'affiche à réalisateur, je pense qu'ils se sont dit ouf, une bonne nouvelle, on l'a échappé de peu. Toi, Dacu, tu voulais faire des jeux vidéo. Et t'as compris que c'était beaucoup de maths, donc t'as laissé tomber. Au final, c'est bien de séparer ma passion de mon métier, je pense. C'est vrai que c'est un vrai sujet, ça, la séparation passion-métier, parce que moi, je me rends compte que vraiment, tout ce que je fais comme hobby, je trouve toujours un moyen de le relier à mon taf, en fait. Et c'est vraiment, j'ai du mal à débrancher. Quand je regarde un film, je suis dans l'analyse. Quand je regarde une série, je suis dans l'analyse. Quand je joue à un jeu, je suis dans l'analyse. Quand je lis un livre, pareil. Et tout ce qui est pratique artistique, j'arrive toujours à le connecter à ce que je fais professionnellement. Et c'est même, tu sais, des fois, je me dis, ok, je vais faire exprès d'avoir une pratique artistique sur un truc que je sais vraiment pas du tout faire, pour lequel je suis mauvais. Et, et en fait, dès que je commence à être un tout petit peu bon, je me dis, ah, mais je devrais intégrer ça dans mon travail, je devrais le commercialiser et tout. Dès que je commence à être à peine bon, tu vois. Et ça, c'est un vrai souci. Mais en même temps, c'est bien aussi d'avoir un métier qui te passionne, tu vois. Donc c'est un paradoxe. Ah, tu confirmes que dans le métro, quand on les voit coller, c'est super impressionnant les colleurs d'affiches. Les gars, si un jour, si vous connaissez un colleur d'affiches, faites-le moi rencontrer. Moi, je trouve ça trop stylé. Il y a plein d'organisations qui ont besoin de faire des collages. Euh, Ouais, c'est pas faux. Quand on a un marteau, tous les problèmes sont des clous. Alors, je suis désolé, j'aurais dû lire ce commentaire au moment où tu l'as posté. Du coup, j'ai aucune idée à quoi tu fais référence avec cette expression. C'est pas du tout de quoi tu parles, Tarka. Mais ouais, couleur d'affiche, je trouve ça stylé. Travailler dans le jeu vidéo, ça, c'est un domaine très très stylé. Tu dis, il faut être fort en maths. Tu peux être à l'artistique. Tu peux être à l'artistique, Fradé. Tu voulais dire, ouais, pour les études de jeux vidéo, il faut être fort en maths. Ouais, bon, ça, c'est encore autre chose. Mais après, c'est de la création, le jeu vidéo. Donc, tout ce qui est création, en vrai, on passe par les chemins qu'on veut. Moi, j'ai pas fait d'études, par exemple. Voilà. Bon, après, je sais pas si je suis un exemple, mais moi, j'ai pas fait d'études. Euh, Enfin, bref. Euh, Voilà pour cette question. Ce qu'on veut faire quand on était plus grand. Et toi, Tarka, qu'est-ce que tu voulais faire? Quand on fait un métier ou qu'on a une spécialisation, on a tendance à utiliser ce qu'on sait pour résoudre les problèmes ou aborder des situations. Oui, tu veux dire que c'est ça qui fait que... Ouais, ouais, effectivement, ça se rejoint avec ce qu'on était en train de raconter, que quand tu modèles ton esprit autour d'une pratique, c'est difficile après de décrocher. Non, si je voulais un passe-temps qui n'a rien à voir avec mon travail, qui a vraiment rien à voir avec mon travail, il faudrait que je sorte de tout ce qui est artistique, de tout ce qui est créatif. Il faudrait que mon passe-temps, ce soit la comptabilité ou peut-être une activité sportive, mais alors je risquerais de nouveau de me faire mal, et je viens d'expliquer que j'ai pas envie de me faire mal. Donc, ouais. Ouais, 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 ouais. Donc voilà ce qu'on voulait faire Voilà ce qu'on voulait faire quand on était petit. Question suivante, Jonathan. What's the right tip? If you call Ouf. Alors ça, c'est une question qui va peut-être faire débat, qui va peut-être énerver. Donc traduction, quel est le bon pourboire? Alors déjà là-dessus, je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance en France de pas être dans la culture du pourboire qui obsède les Américains. C'est vraiment insupportable les débats infinis qu'ils ont là-dessus, ce stress, ou en gros leur principe là-bas euh, c'est que en gros on paye pas les employés, mais à la place il faut tout le temps donner des pourboires à tout le monde, tu vois, toute la responsabilité est sur le client, sur le consommateur. Et du coup ça devient un espèce de chantage à l'altruisme en fait. Et je trouve ouais, moi je préfère qu'on nous fasse payer des charges et qu'il y ait des salaires minimums élevés, et que comme ça au moins on n'a pas tous à y réfléchir à chaque instant en fait. Je préfère qu'il y ait un gouvernement, qu'il y ait une institution au-dessus de nous qui s'occupe de gérer ces questions-là et de faire en sorte que tout le monde ait de quoi vivre. Alors évidemment, le gouvernement,
ne le fait pas super bien. Mais il pourrait faire mieux, voilà, à ce niveau-là. Je préférerais que justement, qu'il y ait aucun métier qui dépende vraiment des pourboires. Mais je dois avouer que, tu vois, quand je me retrouve un peu contraint à utiliser des applis genre Uber, genre des trucs de livraison de courses, des trucs comme ça, et que je sais bien que les gens sont super mal payés, et du coup, en théorie, il faut donner un pourboire, mais combien? C'est une grosse prise de tête. Et j'avoue que vraiment, ça sonne, ultra rapia ce que je vais dire. Mais j'aime pas avoir à réfléchir à ça, avoir à réfléchir au pourboire. Je trouve que c'est super prise de tête. Ça donne l'impression, en fait, tu vois, j'ai une façon de voir les choses, c'est que quand je vais dans un magasin ou que j'ai recours à un service quelconque, on m'annonce un prix, je paye. Je reçois ce pourquoi j'ai payé. Pour moi, ça devrait être la fin de l'histoire, en fait. Je déteste qu'on rajoute une étape un peu stressante en mode il faut mettre un pourboire, ou alors des fois il faut négocier aussi. Ah, j'ai horreur de ça, j'ai horreur des trucs où on est censé négocier. Je déteste ça, j'ai envie que les transactions soient simples et qu'à la fin de la transaction, si le commerçant a reçu son argent et que moi j'ai reçu ce pourquoi j'ai payé, tout le monde est gagnant, c'est bon, c'est fin de l'histoire. Je déteste l'idée qu'on se dise ah non, il y a encore autre chose à faire, et puis il peut quand même y avoir un gagnant et un perdant dans l'histoire, genre tu sais, ah zut j'ai trop payé, du coup je suis un débile, ah zut j'ai pas assez payé, du coup je suis méchant et j'ai arnaqué la personne qui m'a vendu et tout. Pff, c'est insupportable. Pourquoi rajouter autant de stress à un truc aussi simple qu'une transaction financière? Donc voilà, donc je suis très très opposé, mais souvent je me retrouve face à des gens qui réclament quelque part cette culture du tips. Souvent, c'est des gens qui reviennent, tu sais, quand t'as des potes français qui ont passé un peu de temps aux US ou en Australie ou quoi, et qui viennent et qui ici nous donnent un peu des leçons là-dessus, qui sont en mode ouais, mais ici, eh ben, les gens ils donnent pas assez, faut donner au moins 25%, faut des trucs, des sommes de fous en plus. Et qui te prennent la tête, et tu sens qu'ils voudraient qu'on soit plus dans cette culture-là. Je comprends pas pourquoi ils veulent cette pression. Je pense que c'est parce que ça leur plaît que ça dépende d'eux, en fait. Ça leur plaît de pouvoir, parce que du coup ça leur donne plein d'opportunités d'être les héros de l'histoire, tu vois, de dire ouais, j'ai laissé un gros pourboire, je suis super stylé. Moi je trouve ça prise de tête, je trouve que c'est une pression, je déteste ça. C'est la culture du clientélisme? Ouais, mais en même temps, ça fait chier les clients, donc je comprends pas trop en fait. Je trouve que c'est plus une culture de l'exploitation en fait. Et plus une culture de l'exploitation des travailleurs qu'autre chose. Et d'ailleurs, le truc qui m'a le plus énervé ces dernières années sur la culture du type, c'était un TikTok. Mais maintenant, avec le recul, je réalise que c'était sans doute du bait. Juste pour, vous savez, des fois, il y a des gens qui postent des trucs sur TikTok ou quoi, des trucs qui sont super énervants, juste pour que les gens aient commenté, mais vous êtes vraiment des bâtards et tout, tu vois. Et donc, je pense que c'était du bait, et j'aurais pu me faire avoir. J'ai pas commenté, mais j'aurais pu, tellement ça m'a énervé. J'y repense souvent à quel point ça m'avait énervé. C'était des proprios immobiliers, des Américains, qui disaient que normalement, on devrait donner des pourboires dans nos loyers. Vrai, pour remercier les proprios de tout ce qu'ils font pour nous. Et donc évidemment le mec se faisait descendre dans les commentaires, mais lui il était complètement sûr de son coup, il disait oui mais voilà, c'est vachement stressant d'être propriétaire, vous vous rendez pas compte, donc oui ce serait la moindre des choses, et puis en plus vous avez quand même envie qu'on renouvelle votre bail, donc vous feriez mieux de faire en sorte qu'on vous aime bien et tout, et le mec il avait tous ses arguments en mode il faut donner des pourboires aux proprios. Je trouve que le loyer effectivement est un pourboire suffisamment élevé. Mais voilà, c'est aussi où est-ce qu'on met des pourboires quoi. Peut-être que tu vois, quand tu payes tes impôts, tu devrais rajouter 10 balles en mode allez, ça me fait plaisir, petit pourboire pour vous remercier. Mais même maintenant, alors autre truc aussi, on est d'accord qu'on paye plus en liquide, on paye tout par carte. Et je trouve que c'est vraiment un. Et du coup, on n'a plus de liquide sur nous, et je trouve que ce serait vraiment un réflexe bizarre de dire. Tu vois, au serveur qui t'encaisse ton café, de dire non, mais rajoutez 1 € dans la machine à carte. Je sais pas, ça se fait. Je sais pas, je me rends compte, je suis peut-être super mal poli de jamais le faire, mais je sais pas. Moi, si je laisse un pourboire, c'est vraiment parce que j'ai des pièces sur moi, quoi. Mais sinon,
Bah oui, non, mais tu peux laisser le pourboire sur la table en partant, mais encore faut-il que tu aies de l'argent physique. Et on n'en a plus de nos jours, tu vois. Ou alors, quand on a de l'argent physique, on a genre le billet de 50 balles au cas où, tu vois, pour s'il y a une situation d'urgence. Et tu peux pas laisser 50 balles de pourboire, mais qui se balade avec plein de pièces sur soi, en fait, de nos jours? Ça se fait plus trop, quoi, en fait. Ce qui est une mauvaise nouvelle pour ceux qui comptent sur les pourboires et pour les mendiants. Euh, Ah, puis oui, ça aussi, les centimes tout nuls. Ça aussi, c'est un autre truc. C'est que. C'est que. Là, je regarde. Du coup, je regarde si j'en ai. Ouais, j'ai que des centimes tout nuls, tu vois. J'ai que des pièces rouges là. J'ai que des pièces rouges qui arrêtent pas de tomber en plus parce qu'elles sont toutes petites. Euh. Et tu donnes ça. Tu donnes ça à un serveur. Tu donnes ça à un serveur parisien ou ajaxien d'ailleurs. Tu donnes des pièces rouges, mais il va te cracher dessus. Il va détester. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de ça à part les refiler à un autre serveur plus loin? Donc, je sais pas, je trouve que c'est une pression. C'est une pression. J'aime pas l'idée de devoir me faire une session prise de tête à la fin de chaque interaction pécuniaire, en fait. Au Danemark, sur le terminal CB, il y a des options pour rajouter des sous. Trop bizarre, en plus, ça coûte méga cher et les serveurs sont en théorie bien payés. C'est vrai qu'au Danemark, normalement, ils devraient pas trop galérer. Mais justement, ils ont les moyens de se payer des machines à cartes spéciales où tu peux rajouter des trucs. Oui, exactement comme quand tu vas quand tu commandes en ligne un taxi, un truc comme ça, il y a genre le bouton 1 euro, 2 euros, 3 euros, voilà. Ou sur les caisses automatiques dans les supermarchés aussi. D'ailleurs, je sais pas. Là, par contre, c'est pour des bonnes œuvres, voilà, soi-disant. Pour les bonnes œuvres, pour que le patron de Carrefour puisse acheter un nouveau yacht. Bref, voilà. Pour moi, la culture du type est en train de mourir. Ici, elle n'a jamais vraiment existé. Mais je pense qu'elle va mourir aux US aussi parce que c'est trop insupportable. Puis de toute façon, les gens sont pauvres. Donc si tu leur donnes l'option de payer moins cher, ils payeront moins cher, hein, puisqu'ils n'ont pas le choix. Euh, Voilà. J'espère ne clippez pas ce que j'ai dit sur les pourboires parce que je sais que c'est un sujet très très sensible. J'ai peur de me retrouver sur une page de serveurs qui vont dire regardez, encore des gens qui font des grandes théories juste pour pas nous laisser de pourboire et tout. Je vais me faire défoncer. Je vais plus jamais manger un plat au restaurant dans lequel il y aura pas un molar. C'est comme ça, c'est la vie que j'ai choisi de mener. Non mais je laisse des pourboires quand j'ai des pièces. Et j'ai jamais de pièces. Mais voilà. Dis, ça fait un moment que j'ai pas eu. Je crois qu'elle est dans le carton derrière moi. Bref. Question suivante, Jonathan. Tip. Have you called a plumber to your home lately? Est-ce Est-ce que vous avez appelé un plombier chez vous récemment? Non. Et je touche du bois. Parce que la dernière fois que j'ai appelé un plombier, ça avait coûté super cher. Et que évidemment, ma proprio n'a rien remboursé. Puisque c'est une proprio, donc elle trouve toujours des raisons de pas assumer ses responsabilités. Elle aura pas de pourboire ce mois-ci. Mais non, ça fait longtemps. Dans cet appart, j'ai pas encore eu besoin. J'ai un évier un peu farfelu. Vous savez, il y a comme une pommette de douche séparée pour faire la vaisselle, tu vois, pour bien orienter et tout. Et elle a tendance à goûter un petit peu. Pas tout le temps, mais de temps en temps, elle goûte un petit peu. Et donc, je pense qu'il faudrait que je remplace le joint, mais en fait, comme c'est un design un peu moderne, je sais même pas quelle partie il faut démonter en fait. Il n'y a pas de vis, rien du tout. Donc voilà, mais c'est un stress de tous les instants de devoir appeler un plombier. Je trouve que c'est une grosse galère parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent mettre en plus, c'est un excellent exemple. C'est un excellent exemple par rapport à la question de tout à l'heure. Euh, on est d'accord que ça tient la route de devoir donner des pourboires euh, à des gens qui font des professions mal payées. D'accord, serveur, conducteur de VTC, ce genre de trucs. Mais on est d'accord que traditionnellement, on file des pourboires aux artisans aussi. Alors que les artisans, je veux dire, les artisans, ils n'ont pas de salaire fixe, on est d'accord, comme moi d'ailleurs, mais ils sont bien payés. Un plombier à Paris, qui est dans une intervention un peu en urgence, il est très très bien payé. Tu vois, c'est un mec qui gagne bien sa vie. Donc du coup, pourquoi on donnerait un pourboire à cette personne-là? Enfin, j'ai pas appelé de plombier récemment.
touchons du bois pour que j'en ai pas besoin. Je pense pas, j'ai l'impression que tout fonctionne bien. J'espère non seulement que moi, j'aurai pas besoin d'appeler un plombier, mais que les voisins du dessus n'auront pas besoin d'appeler un plombier, puisqu'apparemment, il y a un passif d'infiltration dans cet appartement. Voilà, bon, une question qui n'implique pas beaucoup de profondeur. Question suivante. John. Your home lately? How superstitious? Bien vu, Naku, oui, là-dessus, sur cette histoire de plombier. Ça me ferait bizarre le pourboire, mais par contre, je tente pas de négocier la facture non plus. En tout cas, je sais pas, c'est peut-être un truc vraiment de vieux, mais il me semble que les artisans, on est censé leur filer un pourboire. D'accord ? Mais c'est plus de l'ordre de la tradition que de la logique. Mais tu te sentirais pas de négocier la facture non plus. Ouais, mais ça, c'est infernal. Comment tu veux faire ? T'es dans une situation d'urgence et tout, le mec qui t'annonce une facture exorbitante, qu'est-ce que tu vas faire ? Dire, ah non, je garde mon inondation. Tu peux pas, quoi. C'est chaud de négocier. Quelle prise de tête. Puis j'aime pas. Je trouve qu'il y a un truc un peu avilissant dans la négociation, tu vois. Il y a un petit côté. Je sais pas, je m'abaisse à ça. J'aime pas négocier. Alors, qu'est-ce qu'il dit là avec son escabeau ? How superstitious are you? How much Ok. Êtes-vous superstitieux ? Je ne suis pas superstitieux. D'accord ? Je suis pas superstitieux. J'ai envie de dire, je suis pas superstitieux du tout. J'irais même jusqu'à dire que je suis même pas un petit peu stitieux. Elle est débile cette blague, elle est même pas de moi, désolé. Non, je suis pas superstitieux. D'ailleurs, je me rappelle même d'une fois un tournage. T'es en train d'écrire la même. Je me rappelle même d'un tournage assez récent durant lequel. Non, un tournage assez récent, ça date d'il y a 2 ans. Mais dans lequel, à un moment donné, on visitait un décor. C'était. Vous vous rappelez, c'était le prank qu'on avait fait avec Camille et Billy, avec les zombies. Et donc, on visitait le décor la veille. Et décor d'usine abandonnée, une usine de salaison. Et avec plein d'outils qui traînaient. Le truc un peu, niveau sécurité, c'était limite. Et à un moment donné, je suis passé sous une échelle et je me rappelle, j'étais devant, tu vois, j'explorais le truc et je passe sous une échelle et tout le monde, et j'entends derrière moi, ah non, mais t'es un fou et tout. Et ils m'ont tous dit, oh là là, mais toi tu passes sous les échelles comme ça sans te poser de questions, t'en as rien à faire et tout. Et c'est vrai, j'en ai rien à faire, d'accord ? Bon, je me rends compte qu'il y a littéralement 2 minutes, j'ai dit que je touchais du bois, j'ai tapé sur mon bureau. C'était purement symbolique, hein. Évidemment que je ne crois pas en ces choses-là. Je suis pas superstitieux. Mais par contre, je suis entouré de gens superstitieux qui ne cessent de me dire que je suis frappé par le mauvais œil, par des malédictions, par toutes sortes de trucs comme ça. Et c'est possible que ce soit... tu vois, si c'était vraiment le cas, il n'y aurait pas besoin de chercher très loin. C'est juste que je fais pas assez attention, quoi. C'est-à-dire que je passe ma life à passer sous des échelles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui porte malheur ? Parce que je pense que je les fais tous. D'ailleurs, j'ai adopté ce chat-là. Ça se joue entre ce chat-là et un chat noir. Et je me suis pas posé de questions sur le chat noir. C'est après coup que des gens m'ont dit ouais, mais quand même les chats noirs, gna gna gna. Je trouve ça un peu ridicule les superstitions. Mais je suis toujours fasciné d'à quel point elles sont répandues, à quel point les gens y croient. De toute façon, c'est comme les médiums, quoi. Il y a vraiment une grande partie des gens qui vont voir des médiums régulièrement, quoi. Et des gens qui sont tout à fait normaux. Bah ouais, les pauvres chats noirs qui sont moins adoptés à cause de ça. Moi, c'était pas à cause de ça que j'ai pas choisi celui-là, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui croient à mort au surnaturel et aux superstitions. Et du coup, je me demande dans quelle mesure, à l'échelle sociétale, ça n'a pas un impact. Parce que tu vois, mais, Naku, tu donnes un très bon exemple. Les chats noirs, on sait qu'ils sont moins adoptés que les autres chats. À cause d'une superstition complètement arbitraire. Alors du coup, qu'est-ce qu'il dit par exemple ? Par exemple, est-ce que ce jour-là, quand j'étais avec toute une équipe de tournage de... C'était avec qui ça ? C'était avec... je pense que c'était avec Webed, je suis même pas sûr. Où ils m'ont tous vu passer sous cette échelle et ils sont tous pété un câble. Est-ce que derrière, si pendant le tournage il s'était passé des trucs, un peu des problèmes, un matériel qui casse, un truc comme ça, est-ce qu'ils se seraient dit « Ah, mais c'est Vincent qui nous a porté la poisse en passant sous son échelle ?» Et est-ce que du coup, j'aurais pas pu me griller, tu vois, dans cette situation ?
Donc ça pose la question. Est-ce que du coup, finalement, les superstitions ne deviennent pas une sorte de contrat social tacite auquel on est tous obligés de se plier, tu vois. C'est comme d'ailleurs quand tu évoques un risque, vous bossez sur un projet, vous parlez de l'avenir, et que tu évoques un problème, tu dis oui, mais et qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident? Qu'est-ce qui se passe si un tel se blesse? Qu'est-ce qui se passe si... Eh ben, les gens s'énervent parce qu'ils disent ah non, il faut pas dire ça et tout, comme si c'était le fait de le dire qui allait faire que ça se réalise. Euh, Et alors que le fait de ne pas en parler, ça nous empêche de nous y préparer aussi. Donc je sais pas, je suis pas superstitieux, mais je me demande si je devrais l'être, en fait. Je me demande si ce serait pas plus socialement acceptable si je faisais l'effort d'être superstitieux. Voilà. Désolé de partir aussi loin dans cette réflexion, mais c'est un truc auquel je réfléchis souvent. Sur la place de superstition dans la société et sur le fait qu'en fait, est-ce que leur seul rôle finalement en superstition, c'est plutôt que de nous porter chance, est-ce que c'est pas plutôt de montrer qu'on est tous dans la même équipe en fait? C'est un peu à une époque où les religions ont moins d'emprise sur les populations à l'échelle locale, on va dire. Enfin, non, attendez, je refais ma phrase. À l'époque où la géographie définit moins l'appartenance religieuse. Voilà. Est-ce que c'est pas ces superstitions qui ont pris le relais? Est-ce que on se reconnaît pas au sein des communautés en fonction de nos superstitions au quotidien? Voilà. Est-ce que ça fait pas de nous des ermites, des excentriques, des rejetés si on n'a pas de superstition? Voilà. Tout ça pour dire, je continue à passer sous les échelles, j'en ai rien à faire, mais puis par exemple, j'en ai appris une belle récemment et c'est un vrai truc. L'idée selon laquelle il faut pas ouvrir les parapluies à l'intérieur, que ça porte malheur d'ouvrir le parapluie à l'intérieur. Eh ben en fait, on connaît parfaitement la source de cette superstition. C'est un truc qui date pas d'il y a très longtemps. C'était une campagne commerciale. euh, C'était une campagne commerciale des fabricants de parapluies, en fait. Tout simplement parce qu'ils s'étaient rendu compte que un parapluie s'use plus vite quand on le fait pas sécher correctement. Et donc, quand il reste fermé tout le temps, on le fait pas sécher correctement, il s'use et vous avez plus rapidement besoin de racheter un nouveau parapluie. Et donc, du coup, ils nous ont fait croire qu'il fallait surtout pas ouvrir les parapluies à l'intérieur parce que sinon ça allait nous porter malheur. Mais en fait, c'était juste parce que c'était meilleur pour les entretenir en fait. Voilà, ta religion c'est la science, Naku, ouais, très bien, mais en fait, c'est pas une religion que tu peux montrer au quotidien, tu vois. Tarka, c'est très répandu, c'est peut-être également un marqueur social dans des classes populaires. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de surnaturel et chez les classes moyennes plutôt de l'astrologie ou ce genre de trucs. Euh, ouais, tu fais le distinguo entre genre les fantômes, tout ça. Les fantômes, les démons, les choses comme ça. Et puis plus loin, l'astrologie. Et puis oui, et puis quand tu commences à être vraiment chez des gens un peu riches, ou ça devient les pierres magiques, les pierres d'énergie, les trucs comme ça, ouais. C'est pas faux qu'il y a aussi effectivement une échelle sociale de la superstition. Euh, Ouais, mais à quoi c'est dû? Alors je pense que le fait que plus on est pauvre, plus on croit en fantômes, est-ce que c'est pas un petit peu aussi parce que plus on est pauvre, plus on vit dans des logements insalubres dans lesquels des fois il y a des bruits bizarres? Peut-être ça aussi. Euh, oui, chez les ultra riches, il y a la théorie du ruissellement, c'est ça la superstition. Effectivement, c'est pas faux. Autre superstition, c'est les ultra riches aussi, autre croyance plutôt, le fait de porter des moumoutes et de croire qu'on s'en rend pas compte, que les gens s'en rendent pas compte. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que c'est aussi un marqueur de culture. Mais c'est vrai que quand tu vois, quand quelqu'un te raconte une de ses superstitions et est très sérieux, euh, moi, par politesse, je vais pas m'amuser à critiquer ou à relever les incohérences, etc. Euh, ou les types trucs d'hypocrisie, parce que ça me semblerait méprisant, tu vois, un peu comme si c'était un mépris de classe, alors que pas du tout, c'est juste que j'y crois pas, tu vois, c'est vraiment juste ça, mais des fois, récemment, j'ai une personne qui m'a raconté que elle avait le mauvais œil et qu'elle s'en est rendu compte parce que à cause du mauvais œil, elle avait raté son avion, et ça peut être aussi juste parce qu'elle s'est levée trop tard, quoi, tu vois, parce que je vais dire, pas besoin du mauvais œil pour ça, mais ouais. Je pense que
permet une déresponsabilisation rassurante. C'est pas que je suis nul, c'est la faute à l'échelle, à l'horoscope, etc. Oui, c'est vrai que même moi, dans mon langage, ça m'amuse beaucoup à chaque fois que j'ai un truc, je vois que j'ai un truc pro qui n'aboutit pas, je dis ouais, mais à tous les coups, Mercure est en rétrograde. Ça marche bien, tu vois, ça permet de te dédouaner, de dire oui, c'est pas ma faute, c'est parce que c'est parce que j'ai cassé un miroir ou que sais-je. Ouais. Mais après, du coup, ça pose la question, en fait. Quand on côtoie des gens au quotidien qui ont plein de superstitions comme ça, tu finis par te poser la question. Vu que ces gens se rendent pas compte du côté absurde de ces croyances, est-ce que moi aussi, j'ai un système de croyances qui est basé sur rien? Et je suis sûr que c'est le cas, tu vois, mais que je m'en rends pas compte parce que c'est impossible d'avoir le recul sur soi-même à ce niveau-là. Voilà. Mais régulièrement... Vous savez qui parle tout le temps d'horoscope? Fibre Tigre. Fibre parle beaucoup d'horoscope. Et alors, il en parle, mais sans rien y connaître. C'est-à-dire que ça l'intéresse, mais pas au point de se renseigner. Qu'est-ce qu'il m'a dit l'autre jour? Il m'a demandé ma date de naissance pour une réservation parce qu'on doit faire un déplacement ensemble. Et il me demande ma date de naissance. Je lui dis 8 janvier. Et il me dit ah, t'es. Qu'est-ce qui me sort? T'es Sagittaire ou un truc comme ça? Et je dis bah non, pas du tout. Et je trouve ça très drôle parce que chaque fois c'est lui qui en parle spontanément. Il dit juste il y connaît rien. Tu sens une présence chez moi. Et moi, alors je vais te dire, je trouve pas d'ectoplasme qui prouverait la présence d'un esprit frappeur, mais je trouve des poils un peu partout sur mes meubles. La superstition aujourd'hui, par Emmanuel. Bah écoute, peut-être qu'un jour je lirai toute une thèse sur la superstition. Eh oui, comme tous les taureaux nés en janvier. Non, c'est pas ça. Voilà. Je suis rat de feu. Je suis en l'horoscope chinois, c'est ça? J'avais vérifié et non, je suis poule d'eau, poule mouillée. Et je trouve que ça, finalement, c'est comme ça que tu te fais arnaquer par les superstitions. C'est que t'es obligé de faire un calcul chiant, tu sais, genre d'appeler ta mère pour savoir à quelle heure t'es né, etc. Et au final, t'es poule d'eau, quoi. C'est éclaté. Je veux dire, c'est éclaté. Poule mouillée. Bref. Bref, allez, question suivante. Allez, question suivante. How much money would it take to make you spend a night in a cemetery? Would you just Oh. Combien d'argent pour combien vous passez une nuit dans un cimetière? Voilà. Eh ben, ça touche à la superstition, ça aussi, parce que passer une nuit dans un cimetière, c'est comme passer une nuit n'importe où ailleurs. Donc je pense que je le ferai pour pas beaucoup d'argent. C'est plus quelles sont les conditions de. J'ai pas le droit de dormir, c'est ça? Je dois faire une nuit blanche? Ah, ça c'est chiant, tu vois. Ça c'est. Le Père Lachaise, ouais, il y a des renards, il y a des lièvres, il y a toutes sortes de trucs. Ouais, mais il lâche les chiens aussi la nuit au Père Lachaise. Puis c'est ça le truc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent la nuit au Père Lachaise, d'accord? C'est un truc récurrent. Il y a des gens qui passent la nuit au Père Lachaise, mais ils dorment genre dans des caveaux. Pas confortable du tout. Et puis il doit faire froid de fou, tu vois. Il n'y a pas de lumière. Et puis aussi, tu dois croiser une faune. Et je parle pas des renards, mais tu dois croiser des tordus qui viennent faire des rituels autour des tombes et tout. À mon avis, tu croises tous les excentriques de Paris la nuit au Père Lachaise. Donc c'est plus ça qui me déplairait. Mais après, juste le fait que ce soit un cimetière, bon, on s'en fout quoi, à la limite. Mais c'est. Bref. Donc je sais pas combien je dirais. Hein. Je pense que. En fait, le truc, c'est que pour me faire une nuit blanche, déjà, je me déplace pas. Une nuit blanche, je me déplace pas pour moins de 1000 euros. D'accord? Première chose. Donc ce serait vraiment le minimum. Mais si effectivement je dois genre gérer la sécurité du truc, chasser les intrus et tout, là il faut me payer beaucoup plus cher. Mais après c'est juste un cimetière quoi, je comprends pas où est le problème. J'ai fait il y a quelques années une visite du Père Lachaise sur le thème de justement des croyances autour des cimetières et tout. Et le guide nous montrait les traces des rituels chelous que font certaines personnes sur les tombes. Et c'était assez intéressant parce qu'effectivement tu sens qu'il y a des gens qui font toutes sortes de trucs et qui croient que ça fait de la magie, tu vois, et ils posent des objets sur les tombes, ils cassent les croix, ils font des choses comme ça pour soi-disant capturer des âmes, pour créer des sortilèges, des machins.
Ou parfois, c'est des trucs au contraire, pour aider le défunt. Donc, ils posent des offrandes, des trucs comme ça. Et c'est assez intéressant parce que quand tu vois tout ça d'un coup, tu dis, ok, mais alors toutes les nuits, c'est la fiesta en fait. Il y a 20 000 personnes dans le Père-Lachaise qui font tous leur rituel les uns contre les autres. C'est assez fou. Ouais, c'est juste un hôtel, mais avec des très petites chambres et beaucoup de clients qui dorment. Les chambres sont. Franchement, comparé à certains hôtels japonais, les chambres sont relativement spacieuses. Hein. C'est juste qu'elles sont pas très bien chauffées et pas très confortables. Euh, Mais ouais. Passer la nuit dans un cimetière. Alors, j'ai une anecdote là-dessus. C'était pas vraiment la nuit, mais quand j'étais enfant, cela ne vous étonnera pas d'apprendre que quand j'étais enfant, je m'amusais à tourner des films. Voilà, des petits films avec ma caméra, avec les petits voisins comme acteurs, avec mon petit frère qui était toujours l'acteur qui jouait la victime du tueur en série, des trucs comme ça. Et des films complètement merdiques, on va pas se mentir. Et souvent, on faisait des films d'horreur. Voilà, souvent, on essayait de faire des films qui faisaient un peu peur. Et un jour, on s'est dit, ok, comme décor flippant, on pourrait aller tourner dans le cimetière. Et on avait quoi? On avait 8 ans, 8-9 ans. Et mon petit frère, du coup, il en avait 5. Et donc, on était tous partis avec nos caméras et tout dans le cimetière du village. Et bon, déjà, le cimetière de mon village d'origine paye le cimetière le moins effrayant du monde. C'est un cimetière à flanc de montagne en Corse. Il fait toujours un temps magnifique. il est entouré d'un beau maquis. Il y a des fleurs de toutes les couleurs. Enfin, il est ravissant, ce cimetière. Tu vois, ça fait pas du tout peur. Mais bon, c'était ce qu'on avait trouvé de plus glauque. Et on avait. Et donc on avait tourné autour des tombes et donc c'était une histoire avec genre il y avait un zombie qui sortait d'une tombe et qui poursuivait quelqu'un et tout. Alors il sortait d'une tombe, il sortait de derrière la tombe hein, concrètement. Et donc il y avait une course poursuite dans le cimetière et on avait tourné ça. Et à un moment donné on était allé un petit peu trop loin. C'est que on était très frustrés du fait de ne pas pouvoir filmer le moment où le zombie sort de terre ou sort de la tombe. Personne comme... S'il vous plaît, dites des trucs dans le chat pour me rassurer, parce que j'ai l'impression d'être en train de raconter une histoire horrible, et que vous me jugez trop en silence. Bon, et et euh, Donc non, on a excavé personne, on n'a pas creusé la tombe, mais on est quand même allé un petit peu trop loin. On n'est pas allé... On n'a pas sorti un cadavre, mais on voulait quand même... On voulait avoir un plan, quelque chose de cette... Et en fait, il y avait une énorme tombe, mais tu sais, les tombes en béton hors sol, tu vois, où en fait, il y a un gros couvercle et c'est à l'intérieur de ça qu'il y a un cercueil. Et le couvercle en béton était légèrement abîmé, un peu usé. Il y avait un petit trou à l'un des coins, d'accord? Et évidemment, impossible le truc était scellé, tu vois, impossible à l'ouvrir et tout, puis on n'aurait même pas essayé, tu vois, on n'était pas là pour profaner des tombes, mais... euh, Mais il y avait ce petit trou et c'était tentant de faire un truc avec ce petit trou, tu vois. Et, euh, et en fait, on a pris. J'avais chez moi un espèce de squelette en plastique, tu vois, genre pour apprendre la. J'avais dans ma chambre un squelette en plastique qui était super moche, en plus pas du tout réaliste et tout petit. C'était un peu comme si c'était un squelette d'enfant, ce qui est très étrange. Et on a récupéré le bras de ce truc. On a récupéré juste le bras, tu sais, avec la main au squelette, comme ça. Et on a juste foutu ça dans le trou, comme s'il sortait. Comme si le bras dépassait. Et on a fait ça, je me rappelle qu'on l'a filmé. Et que plus tard, au montage, on s'est dit, non, on peut pas utiliser cette image. On va trop se faire engueuler, on va trop se faire gronder si on montre ça. Et alors, et figurez-vous qu'on s'est fait gronder, malgré cette autocensure. Parce que alors qu'on était en train de faire nos courses poursuites et tout dans le cimetière, on avait des faux guns et tout. On avait demandé l'autorisation à personne en plus. On a croisé 2 vieilles dames du village qui étaient sans doute venues se recueillir sur le temps. Et elles nous ont engueulé. Je dit ouais, il faut pas venir dans le cimetière, c'est pas un endroit pour s'amuser et tout. On se fait engueuler. Donc nous on s'enfuit. D'accord, on s'enfuit. On rentre au village et plus tard, quelques heures après, j'ai découvert que les vieilles, elles étaient parties direct me dénoncer à ma grand-mère. Elles connaissaient ma grand-mère, donc le petit village, ils sont allés voir et j'ai trouvé ça... Et ça a été un grand moment de révélation pour moi, parce que les vieilles sont pas juste allées dire ouais, il y a le petit-fils qui fait des bêtises dans le cimetière, elles sont allées inventer
tout un témoignage. Elles ont complètement fantasmé ce qu'elles avaient vu. Et elles sont allées dire ouais qu'on était en train de fumer des joints, qu'on sautait à pieds joints sur les tombes. Elles avaient inventé n'importe quoi, comme si vraiment on était et de la pure invention, vraiment complètement. Et d'ailleurs ça avait même fait rire ma grand-mère parce que je trouvais que c'était n'importe quoi. On avait 8 ans. Et, euh, et c'était la première fois en fait que je voyais des adultes qui étaient en pure imagination en fait. C'était la première fois que je voyais des adultes qui pour se donner raison inventaient complètement n'importe quoi et y croyaient derrière. Et depuis je ne fais plus confiance à personne. Bon, voilà. Allez, ce serait bien que je retrouve ce film. On pourrait le regarder ensemble. Non. Je pense vraiment que c'est pas regardable. Allez, question suivante, Jonathan. À côté de ton trophée de chasse. Cemetery. Would you display this as a trophy? Do you have a pen? Est-ce que vous mettriez ceci chez vous comme un trophée? Donc c'est des bois de cerf. Euh, c'est quoi bonne question? Euh, on a que c'est non. Non, jamais de la live. Alors j'avoue que le côté trophée de chasse, c'est moche, surtout quand c'est vraiment de la taxidermie. Après, les bois de cerf, pratique pour la salle de bain et c'est exactement ce que j'allais dire. Le bois de cerf, deux choses l'une. Déjà, les cerfs perdent leur bois naturellement. D'accord? T'es pas obligé de les arracher de sa tête. Donc déjà, tu peux récupérer des bois de cerf. Et deuxièmement, c'est un objet pratique. Tu peux accrocher des trucs, tu vois, tu mets tes serviettes, ouais, tu peux faire un porte-manteau. Je sais pas, c'est un peu ludique. Tu peux aussi t'amuser. Tu vois, là, si j'en avais un chez moi, je le mettrais juste derrière moi, comme ça, eh ben, il serait derrière ma tête et ça me donnerait des cornes comme ça. Voilà. C'est mon opinion là-dessus. Je ferais peut-être ça. Après, le trophée de chasse, non, je veux pas d'un truc empaillé chez moi. Je trouve que ça se voit, les trucs empaillés. Mais ouais, tu vois, ouais, typiquement pour un Zoom, pour un Google Meet et tout, avoir juste d'énormes cornes comme ça, je trouve que c'est un côté, ça en impose. Ça en impose. Donc oui, pourquoi pas. Et puis c'est un peu, tu vois, c'est un peu comme quand tu trouves. Ah non, je vais vous dire, c'est parce que j'ai grandi trop à la campagne en fait. Et donc, il y a souvent eu des crânes d'animaux, des choses comme ça qui traînaient chez moi. Donc, puis de toute façon, quand j'étais petit, vous savez, mon père est archéologue. Et quand j'étais petit, euh, il avait fait une fouille archéologique où il avait trouvé en fait une série de sépultures. C'était pas prévu qu'il les trouve là. Et donc, il s'est mis pendant des mois à déterrer des corps à longueur de temps. Et des corps très anciens, des corps complètement fossilisés. Et à l'époque, il n'y avait pas de laboratoire d'archéologie en Corse. Le plus proche, c'était celui de Marseille. Et c'était tout un truc pour traverser la Méditerranée, pour aller apporter les pièces. Et donc, du coup, ils attendaient d'en avoir beaucoup pour faire la traversée. Et en attendant, il fallait bien stocker les trouvailles quelque part. Et donc, chez moi, il y en avait partout. Et je me rappelle, dans ma chambre, il y a eu des sacs de course entiers remplis d'ossements humains pendant très longtemps. Donc, à la limite, des ossements animaux, c'est pas si. En fait, ça me choque que quand il y a de la chair ou des poils. Mais si c'est juste de l'os ou c'est quelle matière les bois des cerfs? C'est plus comme des ongles. Ouais, non, ça me choque pas trop. Donc peut-être, vous savez quoi? Vous avez répondu non spontanément, mais peut-être que je pourrais exposer ça chez moi. Ça se tient. Bon, allez. Question sur un, il a l'air triste à côté de son truc et clairement lui ça lui plaît pas. Do you have a pet? Do you have a sweet? Alors, il nous a demandé est-ce que j'ai un animal de compagnie? Oui, j'ai un animal de compagnie à présent. J'en ai toujours eu, mais là, depuis que j'étais à Paris, depuis 3 ans, j'en avais plus. Celui-là, ça va très vite. Hein. Do you have a pet? Oui, j'ai un animal, j'ai un chat, une chatte en fait, qui s'appelle Mimosa. Ceux qui ont suivi sur Insta savent qu'elle ne s'est pas toujours appelée Mimosa. En fait, à la base, son nom officiel, c'est Mimi. Mais j'étais pas très fan de Mimi comme nom de chat. Et en même temps, c'est un chat adulte. Et alors, je sais que les chats s'en foutent complètement de comment on les appelle. De toute façon, ils répondent pas. Mais ça me. Je sais pas, ça me mettait mal à l'aise de lui changer complètement son nom. Donc, du coup, eh ben, je me suis dit, ok, compromis. Euh, Mimi, c'est toujours son nom, mais c'est son diminutif.
Donc j'ai plus qu'à lui trouver son nom complet, il suffit que je trouve un truc qui commence par Mi. Et donc j'avais lancé un espèce de grand sondage à ce niveau-là sur mes... C'est ça que je suis en train de regarder sur mon téléphone là, hein, si vous voyez que j'ai les yeux baissés. Sur mon Insta et j'avais eu quelques réponses intéressantes. Attendez, je vais essayer de vous en retrouver. Mimosa, c'est ce que j'ai fini par sélectionner parce que c'était ce que je préférais de loin. Puis c'est sympa, Mimosa, c'est la saison. C'est joli. Voilà, c'est sympathique. Mais on m'a proposé des trucs du style Mignardise, Mistigris, Miracle, Docteur Miami, le chirurgien esthétique des stars. Ça, c'est une joueuse de Game of Thrones qui m'a proposé ça. On m'a proposé Mirin, qui est apparemment un alcool asiatique. Je ne connaissais pas. On m'a dit aussi que les mots qui se terminent en mi peuvent servir donc bon ami ou pain de mie. Pain de mie, c'est pas mal parce que là, vous l'avez vu vite fait et elle ressemble un peu à du pain de mie, on est d'accord. Donc j'ai pensé à ça. On m'a proposé mi-souris, mi-ch'tou. Noémie, les prénoms d'humains pour les chats, s'il vous plaît. C'est pour ça que j'annule Mimi d'ailleurs. Hein. Miaoul, Mitril, Milady, Millimètre, Michel, Mimi Cracra, Mimi Cracra. J'ai vraiment... Vous voyez quand je dis que vous êtes des kidultes, il y a vraiment des références de vieux dans mes abonnés. Hein. Mimi Cracra. Miasme, Minaude, Micode. Qu'est-ce que ça veut dire Micode? Micheline. Misère, ça c'est... Michael Youn, Mirabelle c'est joli, Mi-Août, Mi-Mimi, Mi-Molette, Miniature, Mi-Cadeau, Miosis, qui est une contraction de la pupille, Mistrandir, ça c'est Kratu qui a proposé ça, Michael de Mariave est un vidéaste web français né à Pau le 11 mai 1999, Mi-Code, eh ben, je connais pas ce jeune homme. Mirador, Mi-Figue, Mi-Raisin. Je veux dire que Mi-Figue, Mi-Raisin, j'ai failli l'appeler comme ça. Mi-Figue, Mi-Raisin, je trouve que ça sonne pas mal du tout. On m'a proposé Missing, on m'a proposé Mystère et Boule de Gomme. Misandre est revenu plusieurs fois. Et j'ai failli l'appeler comme ça, Misandre, parce que la famille d'accueil qu'il avait m'a dit vous verrez, ça va lui prendre du temps pour s'habituer à vous parce qu'elle est misandre, cette chatte, elle a peur des hommes. Bref, finalement, c'est Mimosa. Je trouve que c'est plus poétique. C'est très bien. Allez, question suivante. Et vous avez des animaux un peu? Racontez-moi. Do you have a pet? Do you have a sweet tooth? Do you Alors, c'est quoi l'équivalent français de Sweet Tooth? Bon, en gros, c'est est-ce que vous aimez les trucs sucrés? Et oui, j'aime bien les trucs sucrés. J'aime bien la pâtisserie, j'en fais un petit peu. Et ouais, je suis assez gourmand. J'aime j'ai déjà parlé du fait que j'aime les donuts. J'aime bien. Tu penses prendre un chat bientôt? Eh bien, bonne idée, Nakug. Et ne te laisse pas décourager par tout ce que demandent les assos quand tu vas vers eux au début. Franchement, moi, ça a failli me décourager parce qu'ils demandent vraiment beaucoup de choses. Et je me suis dit, mais je suis pas digne en fait de prendre un chat. Mais finalement, ça se passe très bien. J'aime bien les gâteaux. Le matin, je mange des céréales. Donc ouais, je pense que j'aime bien le sucré, mais en vrai, je suis pas très très bonbon. Les seuls bonbons que j'aime vraiment, c'est les bonbons acidulés. J'aime bien les chamallows aussi. En revanche, j'aime pas les boissons sucrées. J'en ai déjà parlé ici. Les boissons sucrées ont trop d'effets sur moi. Ça me met dans un état de tachycardie immédiat. Donc les boissons sucrées, c'est pas pour moi, voilà, j'aime pas ça. Et souvent, je suis assez jaloux. Vous savez, vous avez déjà dû voir ça. Quand sur Insta, vous avez parmi vos abonnements, vous avez un mec, une personnalité plus ou moins célèbre, peu importe, qui est un peu en surpoids. Voilà, hein, disons les termes. Et un jour, ce mec fait une métamorphose où genre quasiment du jour au lendemain, le mec, il est passé de en surpoids à... gaulé comme Liam Hemsworth, d'accord? Le mec, il a les abdos et tout, le mec devient super baraque. Et en commentaire de ces photos-là, de ces nouvelles photos qu'il poste, il dit voilà 2 semaines que j'ai arrêté le Coca-Cola. Putain les gars, il en buvait quelle quantité du Coca-Cola s'il suffit d'arrêter pour se transformer en musclore, quoi? C'est quoi l'histoire? Et à chaque fois, je suis trop jaloux. Les mecs, quand c'est pas le Coca, c'est la bière. Ah oui, j'ai arrêté l'alcool.
J'ai arrêté l'alcool et d'un seul coup, j'ai des abdos. Arrêtez. Moi, je suis censé arrêter quoi, du coup? Je suis censé arrêter quoi? J'en bois pas de la bière, je bois pas de Coca-Cola. Comment je peux faire pour me métamorphoser magiquement? Bon, alors, sans doute qu'ils disent pas tout. Sans doute qu'ils arrêtent le coca et puis ils se mettent aux stéroïdes. mais voilà, bah après je critique pas, hein, tant mieux pour eux s'ils sont heureux comme ça. Mais je suis toujours un peu jaloux. Tu sais, c'est comme les gens qui arrêtent la cigarette et puis d'un seul coup, c'est comme si leur corps était entièrement régénéré, ils sont tout neufs. Moi je fume pas. Qu'est-ce que je suis censé arrêter pour devenir tout neuf? Sans déconner. Moi je pense que je vais commencer à développer un vice juste pour pouvoir l'arrêter et me métamorphoser du jour au lendemain. Je pense que je vais faire ça. Je pense que c'est une idée rationnelle. Voilà. Voilà. Ma réponse sur le sucre. Sur le sucre et les stéroïdes. Sweet tooth. Do you believe in the power of a curse? Have you had your Ces questions tournent un peu... Mais j'adore l'intensité avec laquelle il le dit. J'adore l'intensité avec laquelle il le dit. Believe in the power of a curse? Curse. Donc, est-ce que vous croyez au pouvoir d'une malédiction? On en parlait tout à l'heure. Non, je ne crois pas au pouvoir des malédictions, mais je commence à croire au pouvoir social d'une malédiction. C'est-à-dire que si ton entourage, si tout le monde pense que t'as une malédiction, est-ce que les gens vont pas t'éviter? Et est-ce que du coup, ça va pas te mettre dans la merde, quoi? Est-ce que par exemple, un chef d'entreprise superstitieux engagerait quelqu'un qui, selon lui, a une malédiction sur lui? Voilà, quoi. Le fait d'avoir tout recoupé dans une vidéo d'1 minute, ça montre la redondance. Oui, mais c'était une émission, il parlait souvent de paranormal. Donc non, je crois pas normalement au pouvoir magique des malédictions. Mais je pense que si suffisamment de monde y croit, ça peut avoir des vraies conséquences sur la vie d'une personne. Voilà. Et encore une fois, aux dernières nouvelles, moi j'en ai une apparemment, ou j'en ai plusieurs même, hein, on n'arrête pas de m'en menacer. Voilà, c'est pas grave, je vis avec, c'est pas grave. Allez, question suivante. Curse? Have you had your hearing tested lately? Planning it. Avez-vous eu... Alors c'est marrant parce que je l'ai un peu mal entendu. Avez-vous testé votre audition récemment? Non. Non. Et je sais pas, je me demande si j'ai déjà testé mon ouïe. Ils nous le font, non, quand on est enfant, genre des visites médicales obligatoires, ils te le font un peu vite fait, mais je me demande. T'as des acouphènes. Ah, putain, ça c'est mon cauchemar, je suis désolé pour toi. Ça doit être vraiment très très déplaisant. Et alors les acouphènes que tu as, c'est à vie? Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux faire pour les atténuer? Ça va, c'est léger, mais je crois qu'il y a des... Parce que je sais que maintenant, il y a des trucs où tu peux entendre des sons inverses, et c'est toute une rééducation pour que ça aille un peu mieux. Ouais, c'est ma hantise, quoi. Hein, c'est ma hantise. Mon ouïe n'a pas été testé. Il me semble que j'ai une très bonne ouïe, puisque, notamment, Mimosa aime bien de temps en temps se cacher derrière la machine à laver pour faire la sieste. Et je sais quand elle est là-bas, puisque je l'entends ronfler, j'entends ses ronflements venir de derrière la machine à laver. C'était l'anecdote sur le chat, mais non, je n'ai pas de problème d'audition. Ah, ça réagit au stress, ils deviennent plus forts, mais au quotidien ça va, j'ai appris à les réduire un peu. Mais qu'est-ce que tu fais pour les réduire un peu alors? Si c'est le stress, ouais, je suppose que des exercices anti-stress peuvent permettre de les réduire. Mais c'est très mystérieux les acouphènes. Hein. C'est assez étonnant comme phénomène. C'est assez étonnant. Et alors je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que quand je suis chez mes parents ils sont tous un peu, tous les deux un peu durs de la feuille. Et je me suis rendu compte que quand je passe beaucoup de temps avec eux, ça se ressent dans les dialogues que j'écris, dans les scénarios sur lesquels je bosse. Parce que du coup, dans tous mes dialogues, les personnages n'arrêtent pas de se demander les uns aux autres de répéter ce qu'ils viennent de dire. et tu sais, je m'en étais pas rendu compte quand j'habitais encore avec eux, qu'à chaque fois dans mes dialogues, les personnages, t'as un personnage qui rentre et qui dit « Oh là là, il vient d'y avoir un meurtre », et l'autre personnage lui dit « Quoi ?» Et le mec lui répond « Un meurtre !» Et tous mes dialogues étaient écrits comme ça. Et en fait, c'est quand je suis parti de chez mes parents que je me suis dit « Mais pourquoi j'écris ça à chaque fois ?» Et en fait, c'est parce que chez mes parents, toutes les conversations se passent comme ça. C'est à chaque fois que tu dis un truc, la première fois que tu le dis, c'est juste un coup de semonce. C'est juste pour attirer l'attention de la personne en face et qui te répond quoi? Et là, tu répètes ce que tu viens de dire. Et ça m'a vraiment déformé le truc. Oui, donc effectivement, tes méthodes anti-acouphènes sont aussi des méthodes anti-stress. Méditation, exercice de respiration. Émettre de la musique ou des podcasts par-dessus, ça aide. Ben là, peut-être que je suis en train de t'aider à atténuer l'acouphène. Mais oui, l'influence des parents, et puis c'est assez inconscient, ça revient direct, quoi. Je vois que je reste quelques jours là-bas,
Je recommence à écrire mes dialogues comme ça et j'écris des dialogues de sourds, littéralement. Enfin, bon. Eh ben, écoutez, de nouveau, je vais toucher du bois pour continuer à avoir une excellente oui. Alors, question suivante. Your hearing tested lately? Planning a trip soon. Can you Est-ce que je prévois un voyage prochainement? Oui. Oui. En mars, nous nous rendons à Lille avec Fibre Tigre pour Série Mania. Et alors non, il va pas y avoir un Game of Thrones à Série Mania, malheureusement. Ce serait stylé. Non, ça va être pour présenter le projet de série que nous avons récemment présenté dans le métavers. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Fibre et moi sommes allés dans un métavers pour pitcher un projet de série. Voilà, et nous avons été sélectionnés et tout. Donc ça a plutôt bien marché malgré le fait qu'on avait des tronches, mais vraiment pas possible dans le métavers. C'était catastrophique. Si vous ne les avez pas encore vus, je résiste pas à la... Il faut que je vous montre l'image. J'essaie de la faire apparaître. L'image de ma gueule dans le métavers. Voilà. Le voilà. J'ai envie qu'il reste avec nous pendant tout le live. Le voilà. Le Vincent numérique. Il est parmi nous. Il est magnifique. Donc j'avais cette tronche-là. Et malgré ça, j'ai réussi à pitcher le truc. Mais alors, figurez-vous qu'en plus, cette tête-là, dites-vous bien qu'ils ont déployé toute leur technologie pour me modéliser de cette façon-là. Ils m'ont demandé d'allumer au webcam, ils m'ont scanné la tête et ils ont créé ça. Qu'est-ce qu'il est chum. Ce qui me tue le plus, c'est les cheveux qui sont juste posés sur le crâne, tu vois, c'est pas du tout collé au crâne, ils sont juste posés, et les lunettes aussi, elles sont légèrement trop hautes, elles sont comme ça. Bref, on a pitché comme ça, et donc on va à Lille. Pour répondre à la question, oui, je planifie un voyage, on va à Lille en mars, juste 2 jours, et ensuite je rentre à Paris, et ensuite je repars immédiatement en Corse pour un tournage. Voilà. Et puis sinon, le grand voyage en préparation en ce moment, faut juste que je décide la destination, mais c'est où vais-je aller pendant les JO? Parce que, comme chacun le sait, les Parisiens ne restent pas à Paris pendant les JO. D'ailleurs, on nous a fait comprendre qu'il valait mieux partir, donc voilà. Mais je sais pas encore où je vais aller. Donc, il va falloir décider. Question suivante, Jonathan. Can you remember the tallest man you've ever seen? Êtes-vous capable de vous souvenir, est-ce que vous vous rappelez du plus grand homme que vous ayez rencontré, grand, physiquement grand? Bon, déjà tout à l'heure dans le chat, au début de live, il y avait Saïd avec nous, Saïd qui est un ami de longue date et qui est très grand, voilà. Mais je connais des gens plus grands que lui encore. Ouais, il y avait un type à Ajaccio qui était basketteur professionnel et qui était vraiment extrêmement grand. Je ne saurais pas dire quelle taille il faisait, mais il faisait plus de 2 mètres. Et costaud en plus, donc il était assez impressionnant. Et je me rappelle que ça m'avait énormément vexé. Une fois, on était ensemble, on sortait du cinéma, on était allé voir un film, je sais plus quel film. Si je me rappelle, c'était l'horrible film Les 4 Fantastiques, là, le dernier en date, qui s'appelait pas Les 4 Fantastiques d'ailleurs, qui techniquement s'appelait Fant 4 Stick. Et on était allé voir ce film tout pourri, et en sortant du cinéma, j'entends une voix derrière, et c'est un pote à nous qui nous appelle, et qui est mort de rire, et qui nous dit « De dos, j'ai cru que vous étiez loin, et que vous étiez un père et son enfant. » Parce que comme je suis beaucoup plus petit que ce mec-là, ça donnait cette impression. Voilà. Ça a fait des merveilles pour mon amour-propre. Voilà. Et vous, est-ce que vous vous rappelez de l'homme le plus grand que vous ayez rencontré dans votre vie? Voilà. Depuis, je fréquente plus des gens grands. Hein. J'essaye vraiment d'éviter au maximum. J'essaie d'éviter aussi pour des trucs vexants. À l'époque où j'étais animateur sur France 3 Corse, il y avait un co-animateur qui était effectivement plus grand que moi. Et donc régulièrement, quand on faisait des intros en début d'émission, on parlait face caméra.
la prod me fournissait un box pour que je me tienne debout dessus. Voilà. Tu vois, un collègue qui faisait plus de 2 mètres. Ouais, bah écoute, de toute façon, je vais vous dire, être aussi grand, c'est pas éco-responsable. Voilà. Quand on est petit, on prend moins de place et on consomme moins. Et donc, quelque part, les grands, il va falloir les exterminer. Bon, voilà. Voilà. Question suivante. Allez, Jonathan. Do you love to go a wandering beneath a clear blue sky? Have you know Pourquoi il le dit comme ça? Est-ce que ça vous plaît d'aller vous promener sous le beau ciel bleu? Et là, ma réponse est oui. Ma réponse est oui. J'aime beaucoup me promener. Je sors marcher tous les jours. Alors bon, depuis que je suis à Paris, c'est moins souvent sous le beau ciel bleu. Hein, c'est assez souvent sous le ciel gris et la pluie. Mais oui, je marche tous les jours. J'aime marcher. Quand j'ai des trajets à faire, tu vois, je regarde toujours sur genre Citymapper combien de temps ça prend à pied. Et si le métro me fait gagner moins de 20 minutes, j'y vais à pied. Voilà, je préfère. J'adore marcher, je trouve que ça évacue le stress, je trouve que ça aide à réfléchir, je trouve beaucoup de mes idées en marchant. Donc oui, j'aime marcher et je fais ça depuis tout petit, depuis toujours. J'ai toujours aimé beaucoup marcher au village. Les gens me surnommaient le marcheur parce que j'étais tout le temps en train de marcher dans toutes les directions. Donc oui, j'aime bien. Et puis là depuis quelques mois, depuis fin novembre, je suis dans un nouveau coin de Paris et donc j'explore. Voilà, je vais dans toutes les directions. J'explore, j'écouvre des trucs. Donc oui, ça me plaît de marcher sous le beau ciel bleu. Et alors, petit point de dissension, quand je dis ça aux gens, souvent les gens me disent ah, bah, moi aussi j'adore ça, j'adore me promener et tout. Et donc après ils veulent venir avec moi en promenade. Je trouve que c'est pas une activité collective. Je trouve que déjà les gens marchent moins vite que moi, donc ça m'intéresse pas. Et je trouve que c'est pas une activité collective. Je trouve que c'est un truc de méditation. Ça doit être personnel. Enfin voilà quoi. Ou alors aussi mais puisque tu sors, t'as qu'à promener le chien. Ben ouais, mais en fait la grande différence, c'est que quand je me promène seul, je ramasse pas d'excréments en fait. Tu vois. C'est ça la grande différence. C'est pour ça que c'est un peu moins bien quand j'y vais avec le chien. Bon voilà, c'était mon coup de gueule sur les promenades et les gens qui veulent exploiter mes promenades. Voilà, alors qu'est-ce qu'il dit avec son journal? Have you noticed what big stars real estate agents have become? Are you Quoi? Have you noticed what big stars real estate agents have become? Alors apparemment il parle des... je pense que là c'est une référence très très américaine. Il parle des agents immobiliers célèbres. Voilà, des agents immobiliers célèbres, on est d'accord que c'est pas un phénomène tellement français. Je cherche un exemple, mais ouais, il y a que Stéphane Plaza. Stéphane Plaza qui... ouais, voilà, il y a que Plaza qui se porte très bien. Hein. Je crois que c'est ça qui demande qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gens-là. Bah, il se porte très bien, Stéphane Plaza. Hein. Il est accusé de violence conjugale par de nombreuses femmes, mais tout va bien puisque son image est tellement un gagne-pain pour plusieurs grosses entreprises, plusieurs gros médias aussi, que du coup tout va bien pour lui, il peut continuer comme si de rien n'était. Cette semaine, j'ai encore reçu un prospectus de son agence dans ma boîte aux lettres. Voilà. 2 fun facts sur Stéphane Plaza. 3 fun facts. Le premier fun fact, il est accusé de violence conjugale par plusieurs femmes. Deuxième fun fact, une fois je l'ai croisé à l'aéroport. Voilà, c'est très intéressant. Et troisième fun fact, il a exactement la même date de naissance que mon père. Voilà, exactement. Bof fun fact, effectivement. Et puis il va avoir sa statue au musée Grévin. Et alors oui, quelque part c'est une honte qu'on honore un mec qui quelque part n'a un peu rien fait d'intéressant de sa vie. Hein, c'est juste un agent immobilier et un animateur télé. Mais en plus un mec qui est dans la sauce, et donc c'est le moment qu'on choisit pour l'honorer. Pourquoi pas. Mais de toute façon, vous y êtes allé au musée Grévin, c'est vraiment le musée des horreurs, quoi. Il y a que des turbo has-been, quoi. Il y a vraiment que des gros losers au musée Grévin, je suis désolé de le dire. Et quand ils mettent des célébrités internationales, ils n'arrivent pas à les faire, donc ils ressemblent pas du tout. Donc t'es là avec vraiment tous les derniers losers du PAF.
Ça fait pas rêver de toute façon. Have become? Are you careful with your personal records? Does your computer Est-ce que vous êtes prudent avec vos dossiers personnels? Alors, je pense que je suis pas suffisamment prudent. Je fais pas vraiment de copie de sauvegarde. Tout ce qui est document administratif physique est rangé dans la boîte. Voilà, j'ai une grosse boîte où il y a plein de documents en vrac. Et ouais, je fais pas vraiment de copie de sauvegarde. Alors maintenant, je bosse beaucoup sur des trucs en ligne, sur des Google Docs, des trucs comme ça. Ça me rassure un petit peu. De temps en temps, je télécharge, je mets quelque part et tout. Mais franchement, il faut que je fasse du... Ah ouais, toi, tu backup de ouf. Ouais, bah écoute, moi, je suis trop punk pour ça. Hein. Alors, ma technique pour pas trop stresser du fait que je fais pas assez de backup, c'est de m'occuper des choses tout de suite. Tu vois, je me dis si je m'occupe des trucs tout de suite, j'aurai pas besoin de plus tard retrouver les documents. Et comme ça, je peux me permettre de les perdre. C'est un peu ça. Mais ouais, clairement, je sais que je vis dangereusement, quoi, niveau documents. Et d'ailleurs, récemment, j'ai subi la perte violente d'un document important, mais c'était pas ma faute. C'est parce que j'ai fait confiance à quelqu'un d'autre pour s'en occuper, et la personne a tout perdu, et ça nous a bien mis dans la merde. Donc oui, je sais que ça arrive. Ça m'est arrivé plusieurs fois, et malgré ça, je suis pas suffisamment traumatisé pour faire attention. Que voulez-vous? Donc désolé Jonathan, non, je fais pas très attention. Does your computer ever seem to have a mind of its own? Have you ever Alors, est-ce que votre ordinateur vous donne parfois l'impression d'avoir une conscience propre? Alors, on va pas parler d'IA, parce qu'honnêtement, l'IA, c'est juste du collage. Si mon ordinateur a une conscience propre, c'est une conscience qui commence à souffrir d'Alzheimer. Parce que j'ai un très vieux PC, mais je l'aime bien, j'ai du mal à m'en séparer, j'ai du mal à passer à une nouvelle version. Bon, déjà parce que j'ai pas envie de sortir les sous, mais aussi parce que, écoute, ce PC, je l'ai acheté il y a une dizaine d'années. C'était un PC d'assemblage, mais que j'ai pas assemblé moi-même. J'ai demandé à quelqu'un de me personnaliser le truc, tu vois. Et il tourne encore bien, tu vois. Alors il peut rien faire, il peut pas, par exemple, il peut pas faire fonctionner un jeu vidéo moderne, tu vois, ça c'est pas possible. Mais il tourne, il fait pas trop de bruit, il s'allume vite, il y a encore de la place, étant donné que j'arrête pas de perdre mes données, donc du coup il y a beaucoup de place. Mais oui, et je me rends compte que les deux questions d'affilée sous-entendent que je fais pas de backup de mes données et je bosse sur une machine antique. C'est vrai que mis bout à bout, ces deux éléments pourraient être considérés comme un petit peu inquiétants. Est-ce qu'on va au-devant d'une catastrophe? C'est possible. Allez, il reste 10 secondes de questions, Jonathan. On t'écoute. visited a Chinatown section in a major city? Have you ever visited? Alors, est-ce que vous avez déjà visité le Chinatown d'une grande ville? Et oui. Il y a un quartier chinois à Paris, je sais même pas. Mais oui, j'ai déjà visité il y a quelques années. Putain, il y a 13 ans. Je suis parti seul à Londres. Tu vas souvent chez Tang Frère, ouais, mais alors Tang Frère, c'est dans tous les quartiers. Du coup, je cherche quartier chinois Paris. Ils disent que dans le 13e, il y a un peu un quartier chinois. Ouais. Ça va pas sauter aux yeux, hein, les fois où j'y suis allé. Ouais, j'étais allé à Londres tout seul. Et en fait, je sais que c'est un énorme cliché, mais je trouve qu'on mange mal de ouf à Londres. Et ça m'avait catastrophé. À quel point j'arrivais pas à m'alimenter correctement. Je trouvais que la bouffe des pubs, c'était vraiment juste de la friture. Et à un moment donné, j'ai eu faim de vrais plats, quoi. Tu vois, c'était trop différent de la bouffe méditerranéenne à laquelle je suis habitué. J'avais besoin de trucs consistants. Et vraiment, je trouvais pas, quoi. Je trouvais pas ma dose de protéines. Et jusqu'à ce que j'ai découvert qu'en fait, il suffisait de rentrer dans les restos
ethnique, si on veut. Et donc j'ai commencé par faire le tour des restos libanais et où là, d'un seul coup, je payais moins cher et je me cassais le ventre, quoi. Là, enfin, je pouvais manger correctement. Et quand finalement, je me suis rendu compte que pas loin de là où j'étais, il y avait un quartier chinois, un Chinatown. Là, du coup, je mangeais tout le temps là-bas et je me régalais. Et là, au moins, c'était très très nourrissant, à bon prix. Voilà, donc oui, je suis déjà allé dans un Chinatown. Voilà, et peut-être que je vais faire une excursion dans le Chinatown parisien. Alors, je savais même pas qu'on avait ça, mais bon, on ira jeter un œil. Allez, question suivante. On est d'accord qu'il s'est mis dans un décor vaguement chinois pour poser cette question. Pourquoi pas? Major city? Have you ever visited a flea market? You ever Est-ce que j'ai déjà visité un marché aux puces? Alors oui, bien sûr. J'aime pas ça. J'aime pas ça. On revient au thème du live. Hein. J'aime pas négocier. J'aime pas négocier, donc du coup, acheter des trucs. Tu sais, les gens disent ouais, mais tu fais des bonnes affaires dans les marchés comme ça, dans les marchés aux puces et tout. Ouais, mais comment je sais que j'ai fait une bonne affaire, quoi? Il faut connaître le prix neuf du truc. Sinon, si tu négocies mal, tu risques de payer plus cher. C'est super stressant. Et puis alors là, en ce moment, je vis pas très loin du marché de... comment ça s'appelle? L'énorme marché aux puces à l'extrémité de Paris. Euh, et donc j'y suis allé et ça m'a donné l'impression de traverser une... C'est horrible ce que je vais dire. Ça semble encore une fois très méprisant, mais ça m'a donné l'impression de traverser une énorme décharge, quoi. On sent que les gens vendent vraiment les trucs juste au lieu de les jeter, quoi. C'est tout, quoi. On sent que c'est des trucs qui auraient tout à fait leur place dans une décharge. Donc, non, ça me fait pas rêver les marchés aux puces, quoi. C'est vraiment pas un truc... je pense que j'irai un jour si vraiment je me dis ah j'aimerais bien avoir des punaises de lit chez moi. Là j'irai. Mais sinon non, c'est vraiment pas ma cam, quoi. Toujours, autant aller directement à la décharge, tu vois, ça revient au même. Autant faire directement les poubelles soi-même. Comme ça tu dépenses pas d'argent. C'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais là aussi il y en a un en bas de chez moi de temps en temps qui, je crois une fois par mois. Et l'autre jour je suis passé devant un stand qui vendait des colis perdus. Donc tu sais, ils avaient des colis Amazon et tout. Qui sont perdus, on sait pas comment, c'est le hasard, c'est la magie, et ils les vendent, et le but c'est, genre tu les achètes 30 balles, et tu sais pas ce qu'il y a dedans, et tu espères tomber sur un truc qui vaut plus de 30 euros. Bon déjà, j'aime pas le côté, bonsoir lune virtuelle, j'étais en train de dire du mal des marchés aux puces. Déjà, j'aime pas le côté jeu d'argent, tu vois, le côté tu mises et t'espères tomber sur un truc. Parce que je sais très bien qu'ils sont pas cons les mecs, hein, ils savent très bien ce qu'il y a dans leur truc et ils font en sorte qu'on perde. Mais en plus, on est d'accord que ces colis perdus, c'est juste des colis volés en fait. je, je veux dire, à l'époque, on appelait ça on disait tomber du camion. Maintenant, ils sont juste perdus. Voilà, on sait pas qui les a perdus, comment, que quoi. On est d'accord que c'est juste ça, quoi. C'est juste les livreurs qui. Un colis le livre, l'autre il se le garde. Et voilà, c'est juste ça, quoi. C'est juste ça. Donc c'est le but du jeu. C'est juste des colis volés en fait. Et après je m'en fous, hein, tu vois. J'ose espérer qu'après les gens qui sont censés recevoir ces colis font marcher la garantie Amazon, etc. Se font rembourser et tout, et que c'est un moindre mal au final. Mais je trouve ça limite en fait. C'est quand même littéralement... c'est du recel quoi. Purement et simplement c'est du recel, mais avec une couche de jeu d'argent par-dessus. Donc je sais pas trop à quel point c'est fun en fait. Je trouve que c'est limite quoi. Et c'est toujours cette ambiance là, hein, je veux dire, quand t'es dans un marché aux puces, un coup tu achètes des trucs qui sortent des poubelles, un coup tu achètes des trucs qui ont été volés. Je suis désolé, j'ai une horrible image des marchés aux puces, peut-être que je suis trop cruel, peut-être que c'est une culture super et qu'il faut que je m'y mette. Peut-être que moi aussi, je devrais me lancer dans le brocante game. Et que si ça se trouve j'adorerais, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas trop ma tasse de thé. Voilà, moi j'aime quand je rentre dans un magasin avoir l'impression de rentrer, vous savez, dans les films où il y a un personnage qui est projeté dans le futur et à chaque fois il se réveille dans une pièce toute blanche, plus ou moins contrôlée par une IA, et t'as juste une personne qui leur parle et qui est habillée tout en blanc de la tête aux pieds avec un col roulé et qui leur parle un peu comme un robot. Et ben c'est l'ambiance que je veux dans un magasin. Voilà, j'aimerais que tous les magasins soient comme ça, hyper clean, hyper aseptisés,
avec des prix correctement affichés. Tout ce qui est un peu, il faut discuter, il faut négocier, les trucs qui sont par terre, tu sais pas si c'est censé être des ordures qui sont tombées à côté de la poubelle ou si c'est des articles que tu dois acheter, je déteste ça. Il n'y a pas la culture des vides-greniers en Corse. Il y en a des vides-greniers, ouais. Je crois pas qu'il y en ait de gros, très traditionnels qui sont vraiment un événement. Il y en a, mais j'y vais pas, quoi. Ça me plaît pas, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. J'aime avoir des trucs neufs. En plus. Franchement, j'aime pas. C'est vraiment pas mon délire, quoi. Je suis pas fan. Voilà. C'est cruel, mais c'est comme ça. Alors, Market. You ever visited a truck stop? Did you ever est-ce que vous avez déjà visité le truck stop, l'arrêt de bord de route? Là, je réalise que l'une virtuelle vient d'arriver, donc elle se demande est-ce que c'était ce Jonathan Frakes qui nous pose une question super vite. C'est comme ça, c'est le concept du live, l'une. Je veux dire que non. Je pense pas m'être arrêté sur genre un arrêt d'autoroute ou un truc comme ça. Je crois, je crois pas m'être arrêté sur ces trucs-là. Déjà, j'ai rarement voyagé sur des autoroutes parce que y a pas d'autoroute en Corse, voilà déjà, et je conduis pas. Donc ça commence à faire beaucoup d'éléments qui font que je suis pas sur les autoroutes. Et puis ensuite, ça me semble très agréable ces arrêts où t'es là, souvent il y a des petits restaurants, des trucs comme ça, et t'as le bruit des bagnoles et tout. C'est très étrange. Alors, s'il te plaît, pendant que le chat de Vincent joue avec CD, on dirait un euphémisme, on dirait que tu essayes de sous-entendre quelque chose. L'île virtuelle, le contexte est compliqué. Tu le comprendras en replay. Voilà. Vous savez quoi, question suivante, il en reste pas beaucoup de toute façon. Did you ever have a job as a waiter? Have you know? Est-ce que j'ai déjà travaillé en tant que serveur? Non. Non, mais je vous explique pourquoi j'ai besoin de réfléchir à cette question. Parce que... Oui, le Vincent Virtuel est toujours là, c'est vrai que ça aussi c'est un peu particulier. Il est en guest, je pense qu'il sera là tout le temps dans mes lives à partir de maintenant. Non, je vous dis pourquoi j'ai hésité, parce que pendant un moment, il y avait des membres de ma famille qui avaient un espèce de snack, de bar-restaurant au village. Et il me semble que j'ai donné quelques coups de main quand j'étais petit, mais je sais pas, je pourrais pas avoir été un jour payé pour être serveur. Et c'est peut-être pour ça hein, que j'ai toutes ces théories bancales sur les pourboires, celles que je vous ai faites au début du live. C'est peut-être parce que j'ai pas testé l'horreur d'être serveur. Je me demande si je serais compétent comme serveur. Je sais déjà que quand je suis allé faire les salons du jeu de société avec Eldercraft, et que du coup j'étais sur le stand d'Eldercraft, et que j'essayais de vendre les jeux de rôle et tout, j'étais, m'a-t-on dit, très efficace. D'accord ? Vous pourrez demander à Clémence, vous pourrez demander à Sébastien, vous pourrez demander à Fibre. Pareil que je suis un vendeur très efficace, d'accord ? Petit côté vendeur d'aspirateur, tu vois. Les gens arrivent à côté du stand, je les attrape, je leur dis mais vous connaissez ce qu'on fait chez Eldercraft et tout ? Et je leur vends des trucs alors que j'ai même pas de commission. Et donc je me dis peut-être qu'en tant que serveur, peut-être qu'en fait ça m'aurait plu, ce contact, peut-être que j'aurais eu plein de pourboires, tu vois. Peut-être. Et je pense pas que j'aurais fait les trucs de méchants serveurs du style cracher dans les plats et tout. Je pense pas que j'aurais fait ça. Mais peut-être que j'ai une vision un peu idéaliste de la profession. C'est possible. Parce qu'en tout cas, tous ceux qui ont fait ce métier à un moment ou à un autre nous disent que c'est l'enfer sur Terre. Que c'est l'un des pires trucs à faire dans la vie. Toi, alors une virtuelle nous dit qu'elle est sûre qu'elle serait nulle. Le brouhaha la déconcentre, elle est maladroite et elle aime pas les gens. C'est vrai qu'effectivement, ça semble être un peu... Oui, mais le fait... Pourquoi tu dis que t'aimes pas les gens ? Pourquoi tu dis que t'es maladroite ? Pourquoi tu dis que le brouhaha te déconcentre ? Parce que quand tu fais des choses, t'essaies de les faire bien, tu vois ? Et je pense que le secret pour ce genre de métier, c'est d'en avoir un peu rien à foutre. Je pense que c'est ça le truc. Mais est-ce que vous avez vu récemment vous regardez The Bear, la série ? Dans la saison 2, il y a un épisode sur le service, et c'est un truc de fou, ça donne envie d'être serveur. L'épisode est très très bon, et ça donne envie d'être serveur. Alors Nakug, lui, dit « Moi, je serais poli et serviable, par contre, la mémoire, c'est bof.
Donc les plats arriveraient à la mauvaise table. Ah putain, c'est vrai qu'il y a le truc de mémoire. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Les serveurs, souvent, ils notent pas. Et ouais, moi, je suis incapable de me souvenir. C'est-à-dire que moi, quand je lis la carte, je pose la carte, le serveur arrive, je sais plus ce que j'ai choisi, tu vois. Alors que c'était 2 secondes avant. Je suis obligé de... Vous savez, la technique où je garde mon doigt à la bonne page dans la carte, tu vois, dans le menu. Parce que je sais que j'oublie systématiquement. Ah ouais, t'as bien vu, Naku, que ça, ce serait un problème. Faudrait tout noter. Faudrait tout noter. Bien vu, en effet. Ben, tant pis, c'est un autre rêve qui vole en éclats. Tant pis. Bon, allez, Jonathan, qu'est-ce que t'as d'autre à nous demander? Noticed how many successful restaurants are theme-based these days? Have you ever had Alors, ok. Alors, je vais vous la refaire. Il nous demande si on a remarqué à quel point on a remarqué la quantité de restaurants à succès en ce moment qui sont des restaurants à thème. Et alors ça, c'est le truc le plus américain des années 90 que j'ai entendu. C'est vraiment une take. Je l'aurais pas osé, moi, personnellement. On va pas dire que c'est vrai. Alors, je sais pas si aux US, encore maintenant, les restaurants à thème sont des grands succès. Ici, on est d'accord que ça n'a jamais pris en France, les restaurants à thème. Et donc, du coup, je me pose la question, est-ce que je suis même déjà allé manger dans un restaurant à thème? Les Planet Hollywood, quel succès. Alors, je suis allé manger dans un restaurant à thème. Je suis allé manger quand j'étais à Helsinki. Je voulais absolument manger du renne avant de repartir. Et donc, du coup, on a cherché dans le coin où on tournait, on a cherché quel restaurant servait du renne. Et on en a trouvé un. Et en fait, une fois sur place, on s'est rendu compte que c'était un restaurant sur le thème des Vikings. Où genre, on mangeait il y avait un box pour notre table. Et le box faisait partie d'un drakkar. Et ils nous ont distribué des casques à cornes en plastique. Je l'aurais bien mis là tout de suite parce que je l'ai toujours quelque part, mais il doit être au fond d'un placard, je sais plus trop où. Et donc oui, donc ça techniquement c'était un restaurant à thème et il me semble que genre même l'assiette dans laquelle on m'a servi mon renne ressemblait un peu à un drakkar viking. Il me semble que tous les plats avaient des noms en rapport avec les vikings. De toute façon, je comprenais rien parce que je parle pas leur langue. La pataterie, est-ce que ça compte comme un restaurant à thème? Sur le thème de la patate, je sais pas si ça compte comme un restaurant à thème. Mais du coup, là, tu vois, tu m'as donné envie de patates. Ce soir, il faut que je m'en il faut que je m'en fasse. Je suis jamais allé manger à la pataterie. Peut-être qu'il faudrait que j'y aille. Il y en a pas à Paris, hein. Ah non, malheureusement, il y en a pas. Quel dommage. Non, non, non. Hein, je crois pas que je crois pas que ça compte comme un restaurant à thème. J'essaie de réfléchir. J'avais un autre. À Ajaccio, il y avait un magasin de bonbons sur le thème des pirates. Ça compte pas vraiment comme un thème, voilà. Ouais, c'est de la gêne de zone industrielle. T'es une vraie influenceuse d'une virtuelle, c'est vrai, tu me parles. Mais après, moi, avec moi, c'est facile, hein. C'est facile de me donner envie de manger un truc, il me suffit de m'en parler. Concrètement. Ouais. Attendez, du coup, je fais une recherche sur les restaurants à thème à Paris. Ça m'intéresse beaucoup. Restaurant à thème. Ouais, mais là, ils me mettent pas des restaurants à thème, ils me mettent des restaurants insolites. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas. Il y a pas Hooters. J'y suis pas allé quand j'étais à LA. Peut-être que j'aurais dû faire ça, ça aurait été une bonne ambiance. On va regarder cette liste de restaurants insolites, mais c'est pas des restaurants à thème. Il y a un restaurant avec de l'opéra. Je suis désolé, c'est pas pareil. De nouveau, un restaurant avec de l'opéra, c'est pas un restaurant à thème. Hein. Des spécialités régionales normandes, je suis désolé, c'est pas un restaurant à thème, c'est quoi le rapport? Non, 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 rien de tout ça ne sont des restaurants à thème. Le Jungle Palace, ça apparemment c'est sur le thème jungle. Oui, voilà, d'accord, il y a une tête d'éléphant, ok, il y a de la végétation, ok, ça c'est un... Ok, les plats sont sur le thème de la jungle aussi. Ok, d'accord, si t'as envie de manger comme Georges de la jungle. Ok, d'accord. Bon, mais alors il y a celui-là. Il y a celui-là, mais je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un succès. Tu veux des sombreros et des maracas? Bah, déjà, un bon restaurant mexicain à Paris, il n'y en a pas vraiment, il me semble. Ils sont tous, il n'y a pas de goût, quoi. Non, il n'y a pas de restaurant... Ah d'accord, en fait c'est une société qui s'appelle Ephemera qui apparemment fait des restaurants à thème où genre ils changent la déco et un coup c'est l'espace, un coup c'est la jungle.
Ok, mais c'est pas des restaurants à thème. Moi, je te parle d'un restaurant sur le thème des cow-boys où t'arrives et t'as un mec avec un Stetson et des Santiago qui t'attrape avec un lasso et tu manges dans une boîte de conserve des haricots. Voilà, un truc vraiment à thème, quoi. C'est dommage. Vous savez quoi? On devrait ouvrir des restaurants à thème. Je vais faire un jeu de rôle, ouverture d'un restaurant à thème. Bref, désolé Jonathan, ta taille qui était éclatée. On n'est pas d'accord avec toi. These days? Have you ever had the desire to write your initials in wet cement? Ah, et c'est la fin. Ok, dernière question. Du coup, Firefighters are constant reminders. c'était la dernière question. Tu veux qu'on te file un fer à cheval à l'entrée? Ben ouais, c'est plus sympa. Donc c'était la dernière question, donc réfléchissons-y tous ensemble, je veux votre avis à tous. Est-ce que vous avez déjà ressenti l'envie d'écrire votre nom dans du ciment frais? Alors, oui, dans mon enfance, à chaque fois que je voyais du ciment frais, j'en avais évidemment très 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 envie. J'avais très très envie d'écrire mon nom. Plus tard en vieillissant, j'avais envie de dessiner un phallus. Croiser du ciment frais, c'est peu commun dans ma vie. Alors, écoute, Nafuk, je suis désolé de te dire ça, mais alors, j'ai vraiment l'impression que dans mon enfance, mais peut-être que je confonds mon enfance avec celle de Bully Bill, mais dans mon enfance, j'ai l'impression d'avoir croisé des chantiers avec du ciment frais, mais tous les jours. Tu vois, vraiment. J'ai vraiment l'impression d'avoir vraiment eu cette situation souvent. Et de m'être rendu compte très vite de cette possibilité créative, de par le fait que peut-être qu'encore c'est pour planquer les cadavres. Allez, les clichés. Peut-être, oui. Mais normalement, on les jette au cochon. C'est... Peut-être que c'est parce qu'effectivement, je lisais Boule et Bill, et Boule et Bill sont toujours dans des situations comme ça. Peut-être aussi parce qu'il y avait près de chez moi, au village, il y avait un endroit où il y avait du ciment sur un trottoir, où il y avait des empreintes de pattes de chat qui étaient imprimées pour toujours parce que le chat avait traversé le ciment frais. Et d'ailleurs, c'était systématique. C'était systématique à la campagne parce que tu fais couler ta plaque de ciment. Et il y a plein d'animaux en divagation, donc qu'est-ce que tu veux faire? Évidemment qu'il va y avoir des traces d'animaux. Donc partout les endroits où il y a du béton en Corse, il y a toujours des traces d'animaux dedans. Et ça m'a beaucoup tenté de faire Hollywood Sign, quoi, tu vois, de mettre mes mains ou un truc comme ça. Et je crois que j'ai jamais osé. Je crois que j'ai jamais eu le courage. Je crois que j'avais l'impression que c'était beaucoup trop subversif. Pour vous dire à quel point j'étais un gentil petit garçon. J'avais vraiment l'impression que c'était un truc ultra subversif, que je me disais pas je vais aller en prison si je le fais, mais je me disais je vais complètement ruiner le travail des ouvriers. C'est très grave, tu vois. C'est vraiment méchant de ma part de le faire, et donc je résistais, et du coup je l'ai jamais fait. Et effectivement, en tant qu'adulte, je croise moins souvent cette opportunité. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage et ça me manque beaucoup. Mais bon, apparemment, vous c'est encore pire. Vos vies sont encore plus tristes. Vous avez même jamais eu l'occasion de votre vie d'être tenté par ça. Ça me tue. Il y avait beaucoup de façons de village. Non, j'étais le seul. J'étais le seul. Donc si ça avait été mon nom ou mes empreintes digitales, ça aurait été grillé tout de suite, quoi. Mais par contre, si ça avait été si j'avais dessiné un phallus, là par contre, ça aurait pu être n'importe qui. Voilà, mais on vit une époque trop clean, on peut plus faire ça maintenant. On peut plus mettre son phallus dans du ciment comme ça. Bref. Bref. Sur cette charmante notion. Sur cette charmante notion qui vous laisse manifestement bouche bée, on arrive au bout de cette... c'est abrasif et puis surtout ça bloque les orifices. Sur cette session questions-réponses avec Jonathan Frakes de Star Trek. Mais j'ai pas de muqueuse dans la zigounette. Voilà, on a répondu à toutes ces questions et je crois qu'on se connaît un peu mieux maintenant qu'on a discuté de ça. Il y a certains sujets dont on a plus parlé que d'autres, la culture du pourboire et la superstition notamment, ça on en a beaucoup parlé. Je suis content que vous ayez rencontré mon chat, je suis content que vous l'ayez vu, je suis content que vous ayez rencontré mon double virtuel. Voilà, je me rends compte que dire ces deux trucs d'affilée, ça sous-entend quand même un sacré degré de solitude.
Mais voilà, merci d'avoir été là, c'était plutôt rigolo. Et n'oubliez pas... Ah, mince. Oui, il y avait le chat au début, tu pourras voir dans le replay. J'allais dire n'oubliez pas, et je me rappelle que moi-même, j'ai pas l'info exacte, donc je suis en train de la chercher en urgence. N'oubliez pas que lundi, votre Vincent préféré est joueur dans l'émission Plot Twists. Voilà, dans l'émission Plot Twists, qui est donc un actual play de jeu de rôle, hein, un peu comme Game of Thrones si vous voulez, sauf que ça se passe dans l'univers et dans le jeu des Lames du Cardinal. Donc c'est des mousquetaires avec des histoires de dragons et tout. Et en fait, je viens remplacer une joueuse qui est exceptionnellement absente. Voilà, je serai là et c'est plutôt cool. C'est sur la chaîne de Gotoz. Absolument. Donc twitch.tv/Gotoz. Et c'est à partir de 19h. Et pour ceux qui n'ont pas vu les 3 sessions précédentes, pas de panique. Je les ai pas vues non plus. Donc du coup, je vais poser toutes les questions que vous vous poserez vous-même en tant que spectateur largué. Voilà, et je joue de nouveau un mousquetaire nerd parce qu'on se refait pas. Et ça devrait être plutôt marrant. Voilà, il va y avoir des combats d'épée. L'une des joueuses est une véritable championne d'escrime. Donc elle va sans doute être très énervée de la façon dont je décris mes attaques. Et ça devrait être plutôt marrant. Voilà, ça va être rigolo. Et c'est à peu près tout. Donc écoutez, je vais pouvoir vous dire bonne soirée. Et on se capte lundi du coup, hein, ça m'étonnerait. Ah, peut-être que demain je jouerai un petit jeu que je viens de télécharger. On verra. Allez, quoi qu'il en soit, à vite. Et merci et bonne soirée. Allez, ciao ciao.